Catherine Gadbi-Massard, je suis formatrice à Forcifa depuis 16 ans. Voilà, et j'ai aussi une consultation de thérapie familiale à Bain-de-Bretagne. Voilà, depuis 4-5 ans, mais j'ai travaillé avant à l'hôpital psychiatrique dans une association qui s'appelle TSF Réseau 35 également, comme thérapeute familiale. Voilà. Et tout avant, j'étais animatrice. Moi, je m'appelle Fabrice Epau, je suis éducateur de formation. Je travaille à Forcifa depuis 16 ans également. Et voilà, j'ai travaillé principalement dans les structures de soins en psychiatrie et en addictologie. Et tu es thérapeute familial. Et je suis thérapeute familial, oui, c'est vrai. Oui, je le rappelle. Moi, je suis Nadège Froger, donc je travaille à Forcifa depuis 7 ans, je crois, 7 ou 8 ans. Moi, je suis éducatrice spécialisée également. J'ai plutôt travaillé dans la protection de l'enfance, aussi en addictologie, en tant que thérapeute familiale. Donc, je suis maintenant thérapeute familiale et j'ai une consultation à Saumur en Maine-et-Loire. Voilà. Bon. Alors moi je vais vous présenter en quelques mots Forcifa. Peut-être il y a de nombreuses personnes qui connaissent Forcifa, mais peut-être que certaines ne connaissent pas Forcifa. Donc Forcifa c'est associatif, ça a été créé en 1988 et aujourd'hui il y a deux grands pôles, deux grands départements, et un grand pôle qui est la formation. Ces formations nous les faisons en inter ou en intra. Sur différents thèmes, en inter, en intra. Ce sont des formations ou longues ou courtes, mais toujours nous ne savons faire que ça. Nous parlons systémie, nous pensons systémie, en tout cas on essaye, et c'est ce qu'on essaie de transmettre aux stagiaires qu'on accompagne. Nous sommes tous, les formateurs, nous sommes tous issus du milieu médico-social. Nous avons des formations de base de cet endroit-là, du médico-social, et nous avons tous gardé, comme vous l'avez vu dans notre présentation, des pratiques de terrain qui peuvent être variables, mais ça fait partie de notre patte que de garder ces pratiques-là. Il y a également un département recherche, recherche et puis lien avec vraiment le public, les soirées focus en font partie. Il y a une journée systémie au mois de juin, la prochaine c'est de la culpabilité, le thème c'est de la culpabilité de la culpabilité à la responsabilité. Vous avez des mardis de Forcifa, en ce moment c'est Nadège avec Dominique autour du corps. Vous avez une conférence chaque mois de novembre. Et vous avez également des sémaphores qui sont édités à peu près tous les 2 ans. Voilà, c'est une revue de Forcifa qui participe à la recherche, puisque ce sont des formateurs ou des gens qui sont proches de Forcifa qui mettent en œuvre des mini-laboratoires de recherche dans des séminaires qu'on organise. Voilà, et de ces séminaires sont écrits des articles. Donc là, vous avez 5 petits fascicules qui sont parus. Il y a à peu près 5-6 articles dans chaque fascicule. Vous en avez un, voilà, je peux vous le présenter déjà. Voilà, on retrouve l'enfant intérieur dedans, qui est le thème qui nous réunit ce soir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Nous sommes à la 5e soirée focus sur le thème de l'enfant intérieur. Voilà. Ok. Donc moi je suis censé vous parler des soirées focus justement, c'est la 5e comme tu le disais, la première a eu lieu en 2021 et l'idée de ces soirées c'est de mettre justement la focale sur un outil analogique, c'est-à-dire les outils analogiques, ce sont toute une série d'outils que les systémiciens utilisent. À ce propos, il faut faire attention sur l'utilisation des outils, puisque un outil n'a de sens qu'à l'intérieur d'un processus, donc ça veut dire avec des hypothèses et une stratégie. Un outil tout seul, tel qu'on va vous le présenter aujourd'hui, il n'a pas vraiment de sens. Voilà ce que je peux dire à propos des soirées focus. Ok. Et pour ma part, je vais vous parler du choix du thème, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de parler de l'enfant intérieur ? Eh bien, ce qu'on pourrait dire déjà, pour commencer, c'est que chacun de nous fait cette expérience dans sa vie, que des situations peuvent le relier à son vécu d'enfant. Ça peut être le goût du riz au lait, pour moi ça peut être le chant des mésanges qui va me relier directement à la période de l'enfance. Pour nos stagiaires, par exemple, en formation longue, quand on annonce qu'il y aura un écrit à rendre, plusieurs d'entre vous, parce qu'il y en a peut-être qui regardent, sont aussitôt au contact de leur expérience d'enfant qui doit rendre une copie.
et ça les met tout de suite au contact de ce souvenir-là. Du coup, l'idée c'est que ces expériences, quand elles sont heureuses, ben, c'est plutôt porteur, et puis quand elles sont malheureuses, ce qu'on constate dans l'accompagnement des personnes, c'est que ça va amener des mécanismes comme de la honte, ça peut amener des mécanismes comme de la colère, comme l'envie d'éviter ces situations-là. C'est un peu comme si l'enfant intérieur prenait les commandes, en fait, prenait les commandes de ce qui se passe et que ça laissait l'adulte démuni face à ces situations-là. Et donc on va vous proposer d'aller explorer comment on travaille avec cette idée-là de travailler avec l'enfant intérieur. Voilà, et juste avant d'aller plus loin sur quelque chose d'un tout petit peu théorique, on va juste prendre la température de comment vont nos petits-enfants intérieurs. Eh oui. Eh oui. Et alors, je sais pas, toi Nadège, je te dirais qu'il est comment, là, ça se passe comment pour ton enfant intérieur, là, juste dans le lycée maintenant? Ouais. Là, il y a un peu de stress. Alors, il y a le stress de l'adulte, mais peut-être je peux regarder comment ça me relie à mon enfant intérieur. Moi, j'ai plutôt appris, voilà, qu'il fallait pas trop prendre de risques en tant qu'enfant. Donc, je suis un peu au contact de ça, c'est-à-dire que, dans quelle zone de risque je me mets. Puis, il y a autre chose que je contacte, c'est le plaisir d'être avec vous. Et moi, mon enfant intérieur et mon expérience d'enfant m'a plutôt appris la convivialité et le plaisir d'être ensemble. Donc, je suis un peu au contact de ces deux aspects-là. Ok, quelque chose de limitant, puis quelque chose d'un peu plus... ressources. Ouais, okay. Voilà. Mais elle est bien là, la petite Nadège est bien là. Ok. Et le petit Fabrice? Non, le petit Fabrice aussi, il est bien là. Et sans doute avec ce qui le caractérise pas mal, quand il est exposé, c'est sa peur de mal faire. Hein, je suis bien en contact avec ça. Mais aussi, effectivement, peut-être avec l'idée qu'avec d'autres, il peut s'en sortir. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais, mais ouais, je suis bien. Alors, l'enfant intérieur, il est bien avec ça. Ok. Et toi, Catherine, alors? Moi, la petite Catherine, elle a toujours un doute sur qu'est-ce qu'elle fait là, est-ce qu'elle est bien légitime à être là, voilà. Et puis, en même temps, il y a l'idée que de toute façon, c'est en voulant des choses qu'elle peut y arriver. Donc ça, c'est ma ressource. Et puis, elle peut y arriver au contact des autres. Donc c'est aussi une ressource de la petite Catherine. Voilà. On va revenir à la partie tout petit peu théorique par rapport à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, en fait, c'est une métaphore, c'est une image qui permet de relier l'adulte à l'enfant qu'on a été. Peut-être cet enfant, on l'a oublié très tôt, peut-être pour des gens qui auraient été parentifiés, il n'a pas beaucoup existé, ou peut-être il a beaucoup existé. En tout cas, ça va être le rapport. C'est une métaphore sur le rapport qu'on a avec cet enfant-là. Et puis comment on fait avec? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on en prend de la ressource, de la limite? Bon, comment on est avec ça? On ne va pas le regarder de façon intrapsychique, parce que l'enfant intérieur existe dans pas mal d'outils. Mais nous, les systémiciens, on va le regarder vraiment comment il est convoqué dans les relations qu'on a autour de nous. Donc avec l'idée que ce que l'enfant a dû développer ou ce que l'enfant a appris, c'est quelque chose qui va se réinviter dans nos relations d'adultes. Voilà, dans l'ici et maintenant. Okay. Et toi, Fabrice? Oui, c'est vraiment l'idée de comment nos premiers apprentissages relationnels vont parfois vite revenir au premier plan. Et donc l'idée pour nous, intervenants, c'est d'accueillir ce phénomène, pas de lutter contre, mais avec cette métaphore de l'enfant intérieur, de le faire exister, de le faire apparaître, et du coup, de pouvoir en décrypter les mécanismes. L'intervenant qui va utiliser cet outil analogique, comme tous les outils analogiques, ça va nécessiter à ce que l'intervenant soit déjà très au clair avec la relation qu'il a lui-même avec ça. C'est-à-dire que avant d'aller accompagner des gens à explorer ce qui se passe pour leur enfant intérieur, il faut que l'intervenant soit lui-même à peu près au clair avec la relation qu'il a avec cet enfant intérieur. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc ça s'adresserait plutôt à des gens qui sont formés? Oui. À travailler avec l'enfant intérieur. Et qui acceptent de regarder où ils en sont eux par rapport à leur propre construction,
et de ce qu'ils mettent eux dans la relation de leur enfant intérieur, ce qu'ils mettent dans les relations, alors en particulier avec des gens qu'ils accompagnent, quoi. Parce que bien sûr l'enfant intérieur de l'intervenant est tout autant convoqué que l'enfant intérieur des gens qu'on pourrait accompagner. Voilà. Donc on pourrait dire que cette soirée ne sert pas de formation à l'utilisation de l'enfant intérieur, mais plutôt de sensibilisation et puis l'idée de montrer un outil. Oui, vraiment. Mais que ça va avec bien autre chose autour, qui est peut-être de la formation, qui est une posture professionnelle. Enfin, on met des gants, mais parce que vraiment pour nous c'est quelque chose de précieux. Et donc on veut aussi faire passer cette idée-là. Voilà. Alors, c'était à Nadège, mais Nadège est occupée. Mais Nadège est très occupée. Donc peut-être on va vous présenter le déroulé de la soirée. Hein, voilà. Elle va revenir, pas de panique, elle va revenir. C'est juste qu'elle est prise une canne de tout. Non, je panique pas du tout. Alors, on va faire des petits points comme ça de temps en temps théoriques, mais surtout on a envie de vous faire vivre une expérience. Et donc l'idée c'est que nous allons aller à la rencontre de deux personnes, Maude et Jérôme, qui vont vous raconter l'histoire de leur enfance et comment ça les a amenés dans leur vie d'adulte. Et puis, Maude et Jérôme vont être un couple à la fin, et il va y avoir une intervention systémique. Alors, ça va être Nadège si elle arrive à revenir. Voilà. Sinon, ce sera Lisa. Sinon, ce sera Lisa qui fera l'intervention. Et l'idée, c'est à la fois de vous montrer c'est quoi une intervention systémique, aussi de façon méthodologique, avec l'enfant intérieur, et en même temps en temps, de s'arrêter et de faire des points théoriques. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre du théâtre, on est vraiment dans quelque chose où on va, alors c'est en particulier toi et moi, puisque c'est Nadège qui va faire l'intervention, on est dans quelque chose où on va occuper des points de vue. Donc d'abord on va vous lire l'histoire, moi de Maude et toi de Jérôme. Ensuite on va occuper le point de vue, moi de Maude et toi de Jérôme, ça va devenir un couple. Et pour garder la spontanéité telle que ça l'est dans la vie de tous les jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les outils, la figurine qu'on va amener, parce que tout ça, on a la trame, c'est quelque chose qu'on ne sait pas montrer. C'est-à-dire que Nadège ne sait pas ce qu'on va amener, moi je ne sais pas ce que va amener Fabrice, et voilà, pour garder cette idée de surprise qu'on a dans la vie de tous les jours, dans nos interventions. Voilà. Est-ce que ça va aller Eh bien, on va voir. Ok. Vraiment, je suis désolée. Je suis armée de miel et de citron. On a fait la présentation de la soirée, et du coup on en était à l'idée que moi je pouvais lire l'histoire de Maude, voilà. Donc je vais vous raconter l'histoire de Maude, et puis Fabrice vous racontera l'histoire de Jérôme, qui va nous servir de base pour le reste de la soirée. Donc Maude, elle est née d'une fratrie de 2. Elle a un frère, Benoît, de 3 ans, son cadet. Ses parents, Aline et Alain, se sont rencontrés sur les bancs de la fac. Ils ont une vie riche professionnellement, et ils ont prôné très tôt l'autonomie à leurs enfants. Et Maude a été effectivement autonome très tôt. Elle était sur tous les plans. Au niveau scolaire, elle se débrouillait tout à fait bien, elle travaillait, était organisée. Et elle avait de très bons résultats scolaires. Ça n'était pas du tout comme son frère, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son oncle Pascal, le frère de son père. Tout ça n'était pas sans inquiéter les parents de Maude, car dans la famille, l'oncle Pascal n'était pas une référence. Maude l'avait très bien compris. Elle s'est inquiétée toute petite du devenir de son frère, qui ne faisait rien de ce que ses parents auraient souhaité. Il était intelligent, son frère, mais passait son énergie à faire des bêtises à l'école, le renvoyant à des punitions systématiques et à des commentaires peu avenants. Plus Benoît grandissait, plus il devenait une inquiétude pour sa famille. Maude mettait beaucoup d'énergie à le surveiller à l'école primaire et au collège. Elle le surveillait le soir pour qu'il fasse ses devoirs, entraînant entre eux de nombreux conflits. Elle le surveillait également dans ses sorties. Il lui renvoyait souvent « Tu n'es pas ma mère ». Ce à quoi elle répondait systématiquement « Non, c'est vrai. Je ne suis pas ta mère,
Mais vu tout le bazar que tu mets dans la famille, heureusement que je suis là pour aider les parents. Tu n'es vraiment pas juste avec eux. » Maude était également inquiète pour sa mère qui travaillait beaucoup et qui était tout le temps fatiguée. Sa mère racontait que ses collègues étaient peu soutenants. Aline, la mère, disait souvent que la vie était dure et qu'il fallait s'accrocher. Aline était tellement fatiguée qu'elle pouvait rester des soirées entières prostrée dans le canapé. Certains soirs, elle en oubliait même de préparer le repas ou de remplir le frigo. Heureusement, Maude connaissait par cœur ses états et comprenait que sa mère ne puisse pas donner plus. Alors, elle prenait le relais et faisait en sorte que tout se passe bien. Elle a su très tôt cuire des pâtes. Son père Alain était peu présent, mais pour de bonnes raisons. Il avait eu une promotion professionnelle 1 an après la naissance de Benoît. Maude avait 4 ans. Cette promotion impliquait beaucoup de travail et de longs déplacements. Bien sûr, en échange, ses revenus assuraient à la famille une vie confortable. Il disait souvent que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Le week-end, il se reposait et il adorait marcher seul pour se remettre de la folie du monde, disait-il. Là encore, il ne pouvait que se féliciter d'avoir une fille qui prenait tout en main. Plus elle grandissait, plus elle était efficace. Lorsqu'il en parlait à des collègues, c'était toujours pour en dire le plus grand bien. Peut-être oubliait-il de le dire à sa fille. Cela semblait si naturel chez elle. Il parlait très peu de son fils. Il n'avait pas grand-chose à en dire. Il s'étonnait aussi souvent que sa femme soit autant fatiguée. Et il n'arrivait pas à y mettre du sens. Elle avait fait des examens sanguins qui étaient bons. Il trouvait que la relation à ses collègues prenait beaucoup trop de place dans sa vie, et c'était sûrement ça qui la fatiguait moralement. Aujourd'hui, Maude est quelqu'un sur qui on peut compter. Sa famille proche et élargie, ses amis, ses collègues, tous peuvent parler d'elle comme de quelqu'un de loyal et d'engagé. Tous, sauf son frère Benoît, qui a pris ses distances avec la famille. Elle ne le voit plus, il ne répond même plus à ses SMS. Des SMS qu'elle lui envoie toujours. Elle le fait pour elle et pour les parents. Ils sont tellement malheureux de ne plus voir leur fils. Ok. Alors, Catherine vous a donné tout un tas d'éléments de contexte pour plonger dans la famille d'origine de Maude. Peut-être quelques mots sur ce que nous pouvons en déduire des apprentissages de Maude. Moi, quand j'écoute Catherine, le récit de Maude, je me dis que c'est une petite fille qui n'a pas été reliée à ses émotions. Ce qu'on pourrait appeler une petite fille parentifiée, c'est-à-dire qu'elle a eu à cœur, dans le contexte dans lequel elle a grandi, de pouvoir organiser les choses et peut-être même porter les autres émotionnellement dans les moments difficiles. Alors là, je vous parle d'apprentissage qu'elle a pu faire. Elle a appris à prendre une place et à se positionner dans les relations. Ce qui est important de dire, c'est que ça va influencer Maude aujourd'hui, mais ça ne la détermine pas. On va voir comment on travaille pour que ça ne la détermine pas. Mais voilà, on pourrait se dire qu'elle a appris à faire ça. Et puis, on pourrait penser aussi qu'elle confond ses besoins et les besoins des autres. Quand l'autre a un besoin, c'est comme si c'était son besoin à elle, elle le prend en charge. Donc Maude, finalement, la petite Maude, c'est une petite fille qui donne beaucoup et qui, en retour, n'a pas de reconnaissance. On entend bien la fierté de son père dans le récit de Catherine, mais Maude, elle, ne l'entend pas, ça. C'est comme si c'était naturel qu'elle fasse ça. Et donc, elle ne reçoit pas de reconnaissance. Donc, on peut dire que Maude, enfant comme adulte, puisque tu nous as parlé aussi de Maude à l'âge adulte, elle gère, elle organise, elle porte, mais elle a aussi appris que la vie est dure et qu'il faut s'en contenter. Et en continuant à perpétrer ce fonctionnement-là, mais on peut dire que Maude continue à être loyale à sa famille d'origine. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots par rapport au récit de Maude. Okay. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de Jérôme. Jérôme, lui, il est l'aîné de 2 garçons. Il a un frère de 2 ans son cadet. Ses parents, Fanny et Étienne, se sont rencontrés assez tardivement, autour de la trentaine, après plusieurs déceptions amoureuses des 2 côtés. Fanny, la maman de Jérôme, est une femme douce, un peu effacée. Toute son énergie semble être consacrée à ne pas faire de vagues,
voire à apaiser les vagues déclenchées par les autres. Elle a grandi comme fille unique, dans un milieu où il était prôné de se contenter de ce qu'on avait, de ce qu'on voulait bien nous donner. Dans sa famille, l'expression milieu modeste prenait tout son sens. Lorsqu'elle rencontre Étienne, elle sort d'une rupture amoureuse, douloureuse. Elle est prête à accepter ce qu'on voudra bien lui donner. Étienne, lui, a grandi dans l'ombre d'un grand frère encombrant, avec qui il était en compétition permanente. Cette compétition était manifestement encouragée par le papa, car selon lui, c'est ainsi qu'on grandit et qu'on s'affirme. Malgré tous ses efforts, Étienne reste et restera le second. Qu'il s'agisse des résultats scolaires, des performances sportives ou des filles, son grand frère a toujours eu un temps d'avance. Pire, aux yeux de leur père, le grand frère éclipsait Étienne, qui devait en faire des tonnes pour attirer l'attention. Quand il rencontre Fanny, Étienne sort d'une rupture amoureuse qui l'a fait à nouveau se sentir nul, le dernier des derniers. Il a une revanche à prendre. Au début, le couple donne pleine satisfaction aux deux partenaires. Fanny peut s'effacer derrière un homme qui enfin est à la place qu'il mérite, la première. Chacun semble y trouver son compte. Progressivement, les insatisfactions apparaissent. Aux yeux de Fanny, Étienne fait beaucoup trop de vagues autour de lui et donc autour d'elle. De son côté, Étienne trouve que cette femme un peu falote ne le met pas suffisamment à son avantage. Mais surtout, elle est la risée de son père et son frère qui, à travers elle, l'attaque lui, et ça fait mal. C'est à ce moment-là qu'arrive Jérôme. Il est la fierté de son père. Il fait aussi la joie de sa mère, bien sûr, qui a du bonheur à protéger et soutenir cet enfant. Rapidement, Étienne se montre exigeant vis-à-vis de Guillaume. Étienne aime son fils, il veut le meilleur pour lui. Mais si Étienne a appris quelque chose dans sa famille, c'est que le meilleur, ça s'acquiert dans la douleur. On n'a rien sans rien. Alors pour le bien de son fils, il se montre exigeant. La mansuétude, ça fabrique des médiocres. De plus en plus souvent, Étienne reproche à Fanny de trop couver Jérôme, d'en faire un faible. Peut-être même lui arrive-t-il de penser qu'elle en fait un faible comme elle. De son côté, fidèle à son habitude, Fanny ne s'oppose jamais ouvertement à ce qu'elle considère comme les excès d'Étienne, mais elle tente d'arrondir les choses, en annulant, en aménageant les sanctions prises par Étienne. Bien sûr, quand celui-ci s'en rend compte, cela décuple sa rage. Ainsi commencent à apparaître violence et disqualification plus ou moins subtiles. Au début, Jérôme est un enfant calme et effacé. Il vit le plus souvent dans la peur. La seule chose qu'il apprécie, ce sont les moments de complicité avec sa mère. Dans ces moments, il n'a plus peur. Mais ses rapprochements avec sa mère sont moqués par son père, qui le blesse. Beaucoup introduit la peur d'être faible à l'intérieur, même de ces moments de répit. Les choses s'aggravent encore avec l'arrivée de Sylvain, son petit frère. Jérôme veut montrer à son père qu'il n'est pas un faible. Il veut à la fois protéger son frère et montrer à son père qu'il est toujours capable d'être un grand frère. Les humiliations subies font encore plus mal quand elles se produisent devant Sylvain. Sous l'effet de la peur, Jérôme se montre à son tour agressif. Petit à petit, il apprend à dissimuler sa peur derrière la colère, au point qu'il en oublie lui-même qu'il a peur. Aujourd'hui, Jérôme est quelqu'un d'engagé et de volontaire. Professionnellement, comme dans sa vie privée, il assume ses responsabilités. Et même au-delà. Il attend toujours une validation paternelle qui ne vient pas, malgré ses réussites. Il est peu à l'écoute de ses propres besoins, mais il pense savoir parfaitement ce dont sa compagne a besoin. Elle lui dit souvent qu'il tombe à côté, mais il ne comprend pas cela et se demande ce qu'il lui faut avec toute l'énergie qu'il lui met. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire du petit Jérôme? Que Jérôme, il a aussi fait des apprentissages dans sa famille d'origine, des apprentissages sur la place qu'il occupe, sur son positionnement relationnel. Moi, ce qui me touche dans l'histoire de Jérôme, c'est d'être au contact de la mission qui lui a été confiée par son père, une mission de réussite, et dans le même temps, qui est accompagnée de beaucoup de disqualifications de la part de ce père.
On pourrait dire que Jérôme, il fait l'expérience qu'il donne beaucoup pour être à la hauteur et que c'est jamais assez bien. Donc il donne beaucoup et il n'est pas reconnu. Et puis dans sa relation à sa mère, ce qui me touche, c'est qu'il peut contacter de la tendresse, mais de la tendresse qui met dans une position basse. C'est-à-dire que là aussi, la tendresse va être disqualifiée et pas reconnue. Avec une maman qui donne pas forcément davantage de reconnaissance, d'estime de soi à Jérôme. Alors on pourrait même dire que Jérôme, il est pris dans un clivage de loyauté entre deux modèles, entre le modèle de son père et le modèle de sa mère. Mais le point commun entre ces deux modèles-là, c'est que quoi qu'il donne, il n'a pas de reconnaissance. Et moi, ce que j'entends du grand Jérôme, c'est que cette quête de reconnaissance-là, elle est toujours active. Et dans ce sens, on peut dire que Jérôme continue probablement à être très loyal à ses apprentissages dans sa famille d'origine. Alors, on ne va pas déplier parce que pour les stagiaires qui sont en formation longue ou les professionnels formés, il y aurait plein de concepts qu'on pourrait décortiquer dans ces histoires-là. On ne va pas déplier tous les concepts ce soir, mais par contre, il y en a un qui nous semblait vraiment important pour soutenir l'idée de l'enfant intérieur, et c'est celui de disqualification. Et c'est toi qui vas nous l'expliquer, Fabrice. Enfin, surtout, ce qui était prévu, c'est que je parle de différenciation. Oui, voilà, de différenciation. Mais autrement, on peut parler de disqualification, bien sûr. Okay. Et je ne me sens pas disqualifiée par ta remarque. Tout va bien. Ok, tout va bien. Oui, c'est la différenciation. Ok, pardon. Oui, c'est l'idée de différenciation. C'est-à-dire que la relation que nous entretenons tous avec notre propre enfant intérieur va dépendre de notre degré de différenciation. Plus le degré de différenciation est faible, plus le fonctionnement émotif de la personne prend le dessus. C'est-à-dire que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les premiers apprentissages relationnels vont reprendre le dessus. Du coup, la personne va être en très grande difficulté pour se différencier de ces apprentissages émotionnels et relationnels d'enfant. L'enfant intérieur et l'adulte vont alors fusionner, c'est-à-dire que l'enfant intérieur va, comme on dit dans notre jargon, prendre les commandes à ce moment-là. À ce moment-là, l'individu sera davantage guidé par ses émotions que par sa réflexion. Et il est guidé par ses émotions d'enfant, la peur, la tristesse, etc. Moi, je vais compléter en vous parlant toujours de cette métaphore qui est une ligne imaginaire, bien sûr, entre l'adulte et l'enfant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des apprentissages qui se sont faits enfants, on vient de vous le redire aussi, et que l'adulte peut être pris dans ses apprentissages sans savoir qu'il est pris dans ses apprentissages. Et tout le travail d'intervenant sert à ça, à aller revisiter c'est quoi les apprentissages, pour gagner un peu de liberté, s'il y en a besoin, et ce qui a été appris peut se désapprendre ou se rapprendre autrement. Donc c'est vraiment une espèce de ligne imaginaire, on passe de l'autre côté pour aller voir ce qui a été appris, et on revient dans le monde adulte pour voir c'est quoi qui est important, et c'est quoi qu'on rechoisit, puisque comme vous l'avez vu dans notre présentation, il y a des ressources, et il y a des limites, et bien sûr l'idée c'est de garder toutes les ressources et de limiter les limites. Voilà. Bon. Oui. Allez. Donc là où on en est, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous proposer de vous montrer, en tout cas d'essayer de vous montrer, 2 séquences de thérapie. Moi, je vais prendre le rôle d'un intervenant qui reçoit un couple, qui reçoit Maude et Jérôme, qui consulte pour une thérapie de couple. On pourrait proposer l'idée qu'ils sont venus parce qu'ils étaient au bord de la rupture, et en tout cas qu'ils constatent que leur relation est douloureuse et qu'ils sont dans une impasse. Donc je vais endosser le rôle du thérapeute, peut-être le thérapeute qui est pris de quinte de tout, en espérant que ce ne sera pas le cas. Voilà. L'idée, c'est que tu les as déjà rencontrés. Oui, et qu'on va pas faire toute la partie affiliation parce que c'est pas ce qu'on veut montrer, voilà. Donc on va aller plutôt directement au cœur du sujet de ce qui nous intéresse. Donc ce sont vraiment que des séquences, oui, et pas du tout un travail thérapeutique. Voilà, il vous manque plein de bouts, quoi. Oui, c'est pas un focus sur la méthodologie de l'entretien. Et puis on va prendre pour acquis que il y a de la confiance déjà dans la relation et que on n'en est pas à notre première rencontre. Ok. Donc toi Alors moi je vais occuper donc le point de vue de Maude, et pour occuper le point de vue de Maude, pour que ce soit pas trop confusant, voilà, j'aurai ce joli foulard jaune, et vous saurez que quand j'ai le foulard jaune, je suis Maude, voilà, et je l'enlèverai tout comme mes collègues pour redevenir l'intervenante du soir, voilà. Et là, je serai Jérôme avec cette belle écharpe.
Ce beau costume. Vous pouvez voir qu'il y a du budget. Et je serai l'intervenante. Voilà, avec mon chèche bleu. Ton chèche bleu. Ok. Alors, Lisa, tu fais signe si dans le positionnement, c'est pas très visible. Ok. Bon. Maud et Jérôme, on va reprendre là où on en était resté la dernière fois. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, voilà, avec quoi vous revenez depuis notre dernier rendez-vous? Comment ça va entre vous? Ça va pas du tout. Ça va Ok. pas du tout. Ça s'est très très mal passé le week-end dernier. Enfin là, samedi, là, avant-hier, quoi. D'accord. On s'est disputé dans la voiture. Ouais, Ça va pas du tout. d'accord. Vous dites ça va pas du tout, vous vous êtes disputé. Ouais. Ok. Ok. Donc pour vous, la relation là, elle est encore colorée de cette dispute là aujourd'hui quand vous revenez me Bah, voir. oui. Enfin, moi, je comprends pas, quoi. D'accord. Ok. Et pour vous, Maud, vous diriez quoi? Bah, je dirais que je comprends pas non plus, parce que moi j'ai... Enfin, on peut peut-être lui dire à la dame. Hein, moi j'ai préparé un anniversaire surprise et... Alors je me suis mal prise, hein, certainement. Voilà, je n'ai pas tout compris, je me suis mal prise, mais ce que je voulais être une fête, c'est transformé en catastrophe. Enfin, oui, moi tu dis que j'exagère toujours, mais ça s'est transformé en catastrophe pour moi. Ouais. Peut-être vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé concrètement. J'entends que vous dites, Maud, vous y êtes pas bien prise, mais peut-être dites-moi ce qui s'est passé concrètement. C'est quoi cette dispute? Mais la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Et j'ai horreur des anniversaires. Vraiment, D'accord. J'aime pas ça. Déjà, en temps normal, vous, J'aime pas Jérôme, ça. les anniversaires, c'est C'est pas un pas- moment que non. vous appréciez. Non, Ok. non, j'aime pas ça. Ok. Et Ça vous rappelle des choses, des mauvais souvenirs ou ouais, non, je saurais pas vous D'accord. dire, mais En tout cas, vous constatez ça, que j'aime c'est pas des ça, moments pas agréables. j'aime pas ça. Ok. Peut-être c'est parce que j'aime, enfin, je sais pas, j'aime Ok. pour vieillir, j'en sais rien, mais Hmm. j'aime pas ça. Et voilà, Maud, elle a organisé dans mon dos un truc avec tous nos amis. Moi, je croyais te faire plaisir. Et hein, donc, vraiment. j'ai fait de bonne figure au restaurant, mais après, c'est vrai, dans la voiture, ça s'est pas bien passé, quoi. Ok. Vous dites dans votre dos, c'est comme ça en tout cas que vous l'avez vécu. Vous avez eu le sentiment qu'il se passait quelque chose dans votre dos, Jérôme. Bah oui, on est arrivé au restaurant et là les amis nous attendaient. Ok. J'étais pas prévenu. Ouais. Enfin bon. Ouais. Ok. Il s'est passé quoi pour vous à ce moment-là? C'était. Je pourrais entendre un peu de colère là. Ouais, oui. Oui, j'ai l'impression de me faire avoir. Ouais. Oui, c'est mon colère, ouais. Ça vous met en colère, vous avez l'impression de vous faire avoir. Oui. Ok. J'aime pas trop les surprises. Hmm. Vous n'avez pas les surprises. Alors j'aime pas les anniversaires, j'aime pas les surprises. D'accord. Donc là, c'était vraiment une situation qui vous mettait dans l'inconfort. Ouais. Ok. Oui. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans cette soirée qui ont été difficiles pour vous ou plus agréables? Il a fallu que je fasse semblant que ça me fasse plaisir, quoi. D'accord. Ouais, vous voyez bien ce que c'est, quoi. Ouais. C'est-à-dire comme si à l'intérieur il se passait quelque chose pour vous, mais dans ce que vous montriez à ce moment-là, vous montriez quelque chose qui n'était pas relié à ce que vous ressentiez à ce moment-là. Il fallait montrer quelque chose, il fallait faire bonne figure. C'est ça, oui. Ouais. Comme vous dites, que c'est montrer quelque chose alors que dedans c'est autre chose. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ok. Je me demandais si ça, c'est quelque chose que vous connaissez dans d'autres circonstances, Jérôme, de ressentir des choses à l'intérieur et puis de pas le montrer, c'est quelque chose que vous pouvez éprouver dans d'autres contextes? Non, j'aime pas bien montrer ce que je ressens de toute façon. Ouais. Maud, on viendra tout à l'heure à comment vous avez vécu les choses, que j'ai bien compris que vous n'aviez pas la même perception de la situation. Je vous garantis qu'on y revient après, mais avec ce qu'amène Jérôme, moi j'ai envie de vous demander où est-ce qu'il a appris ça, Jérôme, à pas trop montrer ce qu'il ressent. Vous avez une idée? Où est-ce qu'il a construit ça? Je sais pas, mais il a toujours été comme ça. Oui, vous l'avez toujours connu comme ça. Connu comme ça, alors. C'est plutôt quelqu'un qui garde. garde. Ce que c'est, au début, ça pouvait m'attirer, quoi. Ok. Mais à force, c'est pas vivable, quoi. Voilà. Et c'est tellement pas vivable que je me suis fait avoir. J'ai même pas vu qu'il faisait semblant à la soirée. Okay. Je suis encore tombée de plus haut. Ouais. Voilà. C'est ok. Ça, c'est promis, on y revient tout à l'heure. Mais en tout cas, vous dites que là, il s'est passé quelque chose dans cette soirée d'anniversaire. Finalement, vous connaissez un peu tous les deux. Vous, Jérôme, ce sentiment de
de garder les choses et puis de pas être à l'aise avec quelque chose qui se passe mais de pas avoir envie de le montrer. Et vous, Maud, avec, vous connaissez ça de Jérôme, puis vous vous rendez pas compte de ce qui se passe pour lui. Ben oui, et puis lui, j'ai toujours l'impression que quand il est dans sa famille, c'est normal d'être comme ça, quoi. C'est ça. Et c'est comme si c'était moi la normale. Il aurait pu apprendre ça dans sa famille, à garder plutôt pour lui. Moi, je sais pas si on apprend. Enfin, quand vous dites apprendre, je sais pas si on apprend. Enfin, ça fait bizarre de dire ça. En tout cas, faire cette expérience-là dans sa famille. Bah, enfin, moi, quand je suis dans sa famille, moi, je pleure pour rien. Enfin, voilà. Et j'ai toujours l'impression que je suis pas normale, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi. Que c'est moi qui n'ai pas la Vous bonne avez place. une idée, vous qui connaissez bien mieux Jérôme que moi, de ce qu'il gardait à l'intérieur quand il était petit dans sa famille Bah, je sais pas, parce que tu parles pas beaucoup de comment ça se passait. Enfin, vous aimeriez savoir? Bah, si ça peut l'aider Il n'y a rien d'intéressant. et nous aider, bah voilà, il dit qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vous propose, Maud, parce que peut-être que Jérôme, il a appris aussi ça, que c'était pas très intéressant ce qu'il avait dit, mais peut-être, Jérôme, je vous propose qu'on fasse un peu différemment. Vous pourriez poser la question à Jérôme? De quoi? Qu'est-ce qu'il fait qu'il gardait quand il était petit? Il faudrait que je lui pose la question là. Oui, vous pourriez? Bah, qu'est-ce qui fait que tu gardais quand tu étais petit, quoi? Enfin, t'as toujours été comme ça. Toi, tu me dis que c'est un trait de caractère, mais je sais pas si c'est un trait de caractère, quoi. Dans ta famille, vous êtes tous comme ça. On a tous le même trait de caractère, alors. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, moi. Enfin, je comprends pas ta question. Enfin, c'est votre question, d'ailleurs, mais... Ok, j'essaye avec vous, Maud, je sais pas si... Mais moi, j'ai entendu que quand vous êtes arrivé dans ce restaurant, il y avait déjà de la colère, il y avait déjà de l'inconfort. C'est pas quelque chose que vous avez partagé avec Maud. Il y aurait eu plusieurs façons de faire, mais la vôtre, et puis c'est surtout pas un reproche quand je vous dis ça, mais vous avez fait comme vous savez faire, c'est-à-dire vous avez plutôt gardé, quitte à ce que ce soit pas confortable pour vous. Et je me dis que peut-être ça fait un moment que vous faites ça, vous apprenez à garder des choses. Vous pourriez partager avec nous qu'est-ce que vous gardiez, qu'est-ce que vous avez appris à garder. La colère, par exemple, vous l'avez gardée? Ben non, justement, puisqu'elle a éclaté dans la voiture. Donc, je suis pas trop d'accord avec vous quand vous dites vous avez gardé pour vous. Non, j'ai pas gardé pour moi. En tout cas, dans un premier temps. Ça s'est pas bien passé dans la voiture entre nous, quoi. J'ai crié fort, mot de pleurer, enfin bon, c'est pas terrible, quoi. Quand il était enfant, vous savez comment il faisait quand il était pas d'accord, Jérôme? Bah, je sais pas s'il pouvait ne pas être d'accord, en fait. Ah oui. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que ses parents, c'est vraiment des gens super. Oui, pas, ok. Enfin, moi, je veux pas du tout dénigrer tes parents. Oui, c'est pas du tout ça. C'est ok. Mais on peut pas être en désaccord avec son père, quoi. Enfin, surtout toi. Enfin, je t'ai jamais vu en désaccord avec ton père, même si. Ouais, y a pas de raison. Ça, même si des fois je me dis, bah c'est pas tout à fait ce que tu me dirais, tu vois, mais quand t'es avec ton père, il n'y a pas de désaccord, quoi. Des fois même, quand même, quoi. Des fois, on rentre et t'es un peu en pétard parce que, quand même, ça arrive. Tu rentres, t'es en pétard, quoi. Et moi, j'étais en pétard contre moi parce que je conduis pas bien, enfin, que tu dis. Alors, c'est vrai, je conduis pas très bien, mais je passe pas les bonnes vitesses au bon moment dans la voiture. Enfin, du coup, c'est plutôt moi qui conduis. Et souvent, je trouve que t'es quand même très, très énervé. Alors c'est pas que tu bois et tout ça, parce que ça non, mais t'es très énervé de quand on rentre de chez tes parents, quoi. Ok. Oui, quand tu conduis mal, quoi. Bah oui, c'est ça. Et Jérôme, dites-moi, quand vous étiez enfant, vous aviez le droit d'être en colère? Qu'est-ce qui se passait avec votre père? Je vois que Maud elle pense à votre relation avec votre père. J'avais pas le droit d'être en colère avec mon père. Ah. Après, qu'est-ce qui se mon passait père si pouvait vous être... étiez... comment... C'était pas interdit d'être en colère, Oui. mais pas contre lui. Ah, ok. J'imagine que ça a dû vous arriver d'être en colère contre lui. On avait déjà parlé du fait que quelquefois vous aviez reçu des mots durs de la part de votre père. Ouais, mais bon, il est comme il est, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. On ne changera pas, quoi. En tout cas, Jérôme, je vous propose quelque chose. C'est que quand on parle de vous, votre point de vue d'enfant, on n'est pas en train de dire du mal de votre père. J'imagine bien, votre père, il a fait comme il a pu, comme tous les parents d'ailleurs. C'est pas ça que j'essaye de regarder. Vous voyez, j'essaye de regarder, quand vous étiez enfant, comment vous avez appris à faire avec la colère? C'est sûr que si je me sentais en rogne contre papa, il valait mieux pas le montrer, quoi. C'est ça.
Ok. Ça, c'est sûr. Contre mon frère, contre ma mère, ça pouvait passer. Ça pouvait même faire rigoler mon père. Mais contre lui... Ouais. Ça pouvait être assez inconfortable à l'intérieur dans ces cas-là. Il fallait faire bonne figure. Oui. Enfin, oui. Ouais. Les choses sont différentes aujourd'hui, mais je fais un pont là entre ce que vous avez pu éprouver au restaurant avec Catherine et puis peut-être des choses que vous connaissez bien. Avec Maud. Avec Maud, oui, avec Maud, pas avec Catherine. Des choses que vous connaissez bien, Jérôme. C'est ok pour vous si on fait ce pont-là? C'est pas une vérité, c'est juste une façon de regarder les choses. Alors, dites-moi. Quand vous arrivez au restaurant et que c'est pas confortable, que vous êtes en colère et que vous trouvez pas le chemin pour le partager avec Maud, que votre colère, elle éclate ensuite dans la voiture, je me dis peut-être vous faites quelque chose que vous avez appris à faire quand vous étiez enfant, qui continue à s'inviter au moment du restaurant. Je sais pas, enfin, ce qui m'embête, c'est que ce que vous dites sur quand j'étais enfant, par rapport, quand je pouvais être en colère contre mon père, c'est parce que j'ai peur de prendre une roast. Là, c'est presque le contraire, c'est que je pourrais avoir peur d'en mettre une. Ok. J'aime pas ce qui s'est passé dans la voiture. Ouais. Le point commun, c'est qu'il y a de la peur, en tout cas. Ça se joue pas pareil. C'est pas la peur d'en recevoir une. Oui, d'accord. Oui. Mais oui, c'est toujours de la peur, d'accord. C'est-à-dire, j'entends, il y a des émotions comme la colère et la peur, donc vous savez pas trop quoi faire à ce moment-là. C'est correct si je dis ça, comme ça? Alors, chez moi, il fallait surtout pas montrer qu'on avait peur. Ok. Voilà. Ouais, je pense ça comme ça. Ça vous cause ça. Ok. Et même là, ça me plaît pas trop, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît pas, Jérôme? Enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais bon, voilà. Ok, on garde ça de côté, et puis juste voilà cette idée-là que il y a des choses comme ça qui s'invitent, c'est pas confortable, c'est pas la même chose, mais en tout cas il y a des émotions en commun, il y a de la peur et de la colère qui sont là. Okay. Je voudrais bien qu'on regarde du côté de Maud, et non pas de Catherine. Comment vous avez vécu les choses, vous? Moi, ça a été un séisme, parce que j'étais plutôt contente... Voilà, il avait de la répartie. Donc moi, je me suis dit, bah ça y est, quoi. C'est difficile entre nous, mais ça y est, j'ai trouvé... Et en revenant, je me propose de conduire, voilà. Et effectivement, je ne suis pas très douée à la conduite. Tu commences à t'énerver, et puis ça sort comme ça d'un coup sur l'idée que c'était vraiment, tu m'as dit, une idée de merde, hein, quand même. Enfin, voilà. Il s'est passé quoi pour vous à ce moment-là, Maud? Moi, je me suis dit, bah voilà, je fais tout de travers. Voilà. Encore une fois, je suis tombée à côté de la plaque. Encore une fois? Bah oui. Alors, c'est vrai, hein, je te l'accorde, le resto était pas très bon. C'est tout ce que j'avais trouvé. Voilà. Je me suis dit, ben oui, j'ai pas été au bout du cadeau. Enfin, le cadeau, ça aurait été aussi que ce soit très bon au restaurant. Et ça vraiment, je te l'accorde, c'était pas très bon. Mais quand même, c'était beaucoup les reproches. Hein. Si je comprends bien, avec une Maud, vous avez organisé les choses en amont, c'est ça, hein, préparer une surprise, ça demande un petit peu oui, parce qu'il y avait une quinzaine de personnes, donc d'accord. Tout le monde soit là. Ok. Vous avez cherché un restaurant, etc. Et puis vous avez cru que ça se passait bien. Oui. Et puis j'entends que dans la voiture, là, c'est un peu la désillusion. C'est plus qu'une désillusion, c'est un fracasse, enfin, ça se fracasse, quoi, à l'intérieur de moi, ça se fracasse. Ça se fracasse, vous dites, j'ai pas été au bout, j'ai raté. J'ai raté, enfin, visiblement, j'ai raté. C'est quelque chose que vous vous dites souvent, ça, Maud? Oui, parce que je rate souvent, enfin, c'est factuel. Ah oui, vous avez cette idée-là? Oui, c'est factuel. Hein, voilà. Vous voyez, là, je n'ai pas été foutue de trouver Peut-être je me suis dit que si j'étais à un meilleur resto, peut-être ça irait mieux. Jérôme, vous l'entendez souvent dire ce qu'elle vient de dire, là? Qu'elle rate beaucoup, qu'elle ne fait pas les choses comme il faut. C'est marrant, parce que quand vous me posez la question, je me dis, bah oui, finalement, mais je ne sais pas si j'avais fait attention. Ok. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle peut dire souvent. Ben, peut-être, ouais. Oui, mais non, enfin, j'ai pas trop fait attention, mais oui. Ouais, ok. Si on fait un peu le même chemin qu'avec vous, là, qu'on regarde un peu comment Maud elle a grandi, tout ça, c'est des choses qu'elle a pu se dire quand elle était enfant, ça, qu'elle faisait pas ce qu'il fallait, qu'elle en faisait pas assez.
Alors, je sais pas trop si elle se disait ça, Ouais. mais moi, ce que je vois, ouais, je trouve qu'elle en fait des tonnes. Elle en fait beaucoup trop, quoi. Y compris avec sa famille, encore Ah aujourd'hui. oui, moi, je parle de sa famille. Ah ouais, c'est ça. Avec son frère, qui n'en veut pas de son aide. Elle n'arrête pas. Hmm. Elle n'arrête pas. Ah, mais je vais pas le laisser dans l'état dans lequel... Enfin, Il t'a pas demandé, enfin, il t'a rien demandé. bah, il m'a rien demandé, mais si on attend que les gens nous demandent pour donner des trucs... Oui, ça semble évident pour vous. Bah oui. Ok. Alors, je sais pas si dans l'idée de Jérôme c'est un reproche ou pas, mais mon idée c'est pas qu'on aille là-dessus, parce que là vous allez refaire comme vous savez faire, vous allez peut-être tous les deux vous le prendre pour un reproche, mais c'est cette idée-là que vous êtes avec l'idée que Catherine, Maude, décidément, elle en fait toujours beaucoup pour sa famille. Oui, non, mais c'était votre question, c'était est-ce qu'elle se demandait souvent si elle en faisait pas Oui, assez? oui. Et moi, ce que je vois, c'est qu'elle en fait, Oui, elle en fait Mais oui, mais beaucoup. Ok, j'entends Et Jérôme. comme si c'était pas assez, quoi. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire quand on en fait toujours plus, on pourrait dire si on en fait plus, c'est qu'on pense qu'on n'en a pas fait assez. Oui, c'est Vous ça. êtes d'accord avec Ah ça? bah oui. Ça vous cause, ça Maude, vous pouvez faire ça, faire beaucoup. Bah, ça me fait surtout drôle de vous voir parler de moi comme ça. Eh oui. Ça me fait très très drôle, hein. C'est un truc... Parce que je sais pas, moi, je sais pas, je me suis jamais posé cette question-là, quoi. C'est ma famille, donc ils souffrent, hein. Moi, ma famille, ça souffre, hein. Donc, Je vous propose quelque chose. Si on prend l'idée qu'à l'intérieur, là de vous portez une petite fille, puis Ok. Jérôme il porte un petit garçon, puis Ok. moi je porte aussi une petite fille, et que cette petite fille-là, elle a ressenti des choses dans l'enfance, elle a éprouvé des choses, elle a expérimenté des choses. Et si vous me parliez de cette petite Maude, vous voyez, celle qu'on faisait beaucoup, on a déjà parlé de ça, comment Oui, vous faisiez oui, cuire oui. des pâtes, oui, oui, quand vos parents, c'était Oui. difficile pour eux. oui. Ok. Est-ce que cette petite Maude-là, elle a pu se dire ça à certains moments que elle en faisait pas assez parce que peut-être je me dis, elle faisait des pâtes, elle faisait des choses, mais ça n'allait pas toujours à la maison quand même. Est-ce qu'elle a pu Ah se bah, dire ça? ça n'allait jamais, hein. Oui. Ça n'allait jamais à la maison. Si c'était mon frère, ça n'allait pas, ma mère, ça n'allait pas, mon père, alors on n'a jamais manqué d'argent, ça c'est sûr, mais ça n'allait pas. Et donc, alors là, oui, enfin, j'avais le sentiment de gravir une montagne tous les jours, hein, mais en même temps, c'est des gens que j'ai aimés, enfin que j'ai aimés, et que la petite fille a aimé, et que j'aime aujourd'hui. Donc, enfin, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, quoi. Ok. Mais c'est ça. je me dis souvent que je l'ai pas très bien fait, enfin vraiment. Ouais, vous êtes Parce vraiment que avec. je peux vous dire que mon frère, hein, que je vous en ai parlé, que je vois plus aujourd'hui, je pense qu'il y avait des semaines où il mangeait des pâtes tous les soirs. J'étais pas foutue de lui faire autre chose que des pâtes. Vous êtes sévère hein, avec la petite Catherine que vous avez à l'intérieur La de vous petite quand Maude. vous dites ça. Petite Maude, Oui. toujours. Ouais. Mm. C'est Vous mon aviez deuxième quel prénom. âge quand vous faisiez des pâtes, Maude? Et ben j'avais, je me vois petite, hein, enfin, beaucoup moins de 10 ans, c'est sûr. Hein. On va imaginer quelque chose. Oui. S'il y avait une petite fille de moins de 10 ans là, qui était avec nous trois dans cette pièce et que elle faisait à manger à son petit frère et qu'elle se débrouillait pour lui faire des pâtes, est-ce que vous lui diriez ça? Vous lui diriez t'es pas foutu de faire autre chose? Ben non, je lui dirais pas. Enfin, C'est ok. ben non. Ben non, je dirais pas. Ça va pour vous si on regarde ça? C'est que vous êtes sévère avec la petite Maude. Ouais. Ok. En tout cas, quand je me vois à 8 ans, je me vois pas comme cette petite fille de 10 ans qu'on imaginerait là, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Du coup, je suis au contact de ça. C'est comment peut-être dans la voiture, quand Jérôme se fâche, il y a votre petite Maude là qui est pas loin et qui se dit t'as pas encore fait ce qu'il fallait, c'était pas le bon resto, comme quand vous disiez mon frère a mangé que des pâtes. Il y a quelque chose comme ça qui est présent pour vous? C'est surprenant. Ouais. Je sais pas, j'aurais besoin de temps là. Ok. Mais Ok. Bon. c'est surprenant. C'est surprenant pour vous de contacter ça. Mm. Ok. Je me raconte une histoire qui n'est pas une vérité, mais que dans la séquence que vous avez vécue tous les deux, je me raconte une histoire dans laquelle vous avez tous les deux été accompagnés par des émotions que vous connaissez bien. Le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, le sentiment de se faire avoir et puis d'être en colère et puis de ne pas s'autoriser à en parler. Et je me dis, bah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose, la petite Maude et du petit Jérôme, qui était là avec vous dans la voiture, et puis que peut-être plus la petite Maude, elle se culpabilise et elle dit qu'elle n'a pas fait ce qu'il faut.
Je me raconte que peut-être ça vous agace quand elle dit ça. Quand elle dit... Quand elle dit dans la voiture. Dans la voiture, oui. Oui. Ça vous met en colère. Ben, et s'en rendre compte après coup. Oui, puis enfin... moi, j'ai raison d'être en colère, et quand elle fait ça, c'est comme si... enfin, comment dire, comme si j'étais quelqu'un de pas bien, enfin que je faisais quelque chose de pas bien, enfin. Ah oui, merci. Et ça me met encore plus son rogne. C'est-à-dire quand vous voyez Maud dire qu'elle a pas fait ce qu'il faut, voilà, ça vous dit du mal de vous un peu. Oui, c'est comme si à ce moment-là elle se rabaisse et c'est bizarre, ce qui me vient, c'est que je vois mon père, quoi. Enfin, je me vois. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que j'entends que vous dites que c'est comme si vous faisiez comme votre père. Vous lui disiez t'as pas fait ce qu'il faut, mais au fond vous dites que vous non plus vous faites pas ce qu'il faut. Ah ben non, parce que je veux pas être comme enfin, et puis quand tu te fâches comme ça, moi je me sens pas à la hauteur, quoi. Enfin, comme quand je cuisais des pâtes, hein. Enfin vraiment, je peux que pas me sentir à la hauteur, hein. Vraiment. Ce serait correct, là, si pour conclure cet entretien aujourd'hui, on pouvait dire que il y a 2 enfants qui ont vécu des choses qui peuvent être un peu blessés à l'intérieur de vous. Ils ne sont pas que blessés, parce que j'ai déjà entendu, quand on parlait de vos familles, qu'il peut y avoir aussi des choses positives dans la relation avec eux. Mais il y a des blessures, là, et puis j'entends comment ces blessures-là, elles peuvent venir des fois se rencontrer chez chacun de vous. Et pour qu'on continue à travailler ça ensemble, je vais vous proposer qu'on fasse une petite expérience qui va nous permettre de continuer à travailler la prochaine fois. Okay. Je vais vous demander, à chacun de vous, d'aller chercher une petite figurine. Une petite figurine, pour vous, Maud, qui représenterait la petite fille que vous avez été. Ça peut être une petite figurine que vous avez déjà chez vous, que vous achetez, alors l'idée c'est pas de vous mettre dans vos frais, que vous bricolez. Mais en tout cas, ce serait une figurine qui vous parle et qui vous parle de la petite Maud que vous avez été, celle dont on a commencé un petit peu à parler ici. Ce qui va être important, c'est que vous cherchiez cette figurine de votre côté et surtout que vous n'en parliez pas à Jérôme et que vous ne lui montriez pas d'ici notre prochaine rencontre. Donc je l'amène la prochaine fois. C'est ça, de votre côté. Oui, je sais déjà ce que je vais amener. Ok, et ben vous allez voir ça. Ça a de la chance. Et puis vous, Jérôme, ben voilà, je crois que vous avez déjà compris, je vais vous demander de faire la même chose, c'est-à-dire de chercher un petit Jérôme. Voilà, que vous fabriquez, que vous achetez, que vous trouvez. Et si moi j'ai une idée pour lui, je peux lui donner? Absolument pas. Chacun a sa mission et ce qui est très important, c'est que chacun va le faire de son côté. Et ça va vraiment nous servir de base pour travailler la prochaine fois. Donc Jérôme, je vais vous demander de tenir bon si elle veut vous aider. C'est vraiment, c'est votre travail avec vous. Vous la laissez pas, vous la laissez pas. C'est pas facile de l'empêcher d'aider. Ok, ben vous allez vous débrouiller avec cette consigne-là. Si jamais il fait pas. On verra, Maud. Là, en tout cas, chacun de vous a cette consigne-là, et puis on verra la prochaine fois comment on peut continuer à travailler ensemble. C'est ok pour vous deux? Ça a été suffisamment clair, ce que je vous ai proposé? Et si jamais c'est un jouet d'un enfant? Ouais, alors non, vous pouvez pas... Alors, si vous prenez dans un jouet de vos enfants, il faut que ce soit clair que c'est un jouet qui vous est donné, parce que vous ne pourrez pas forcément lui rendre. Donc, moi, je déconseille plutôt ça, voilà, d'aller chercher un jouet de vos enfants. Et plutôt d'aller chercher votre petite figurine de votre côté sans forcément aller chercher chez vos enfants. Mais en tout cas, si jamais, parce que vos enfants sont un peu grands maintenant, demandez-leur l'autorisation et puis c'est un don, quoi. Ok. Bon, c'est ok pour vous? Oui, je vois ce que je vais faire. Bon, ça marche. On s'arrête là? Ok. Bien. On va pouvoir retourner enlever nos vestes. Nos vestes. Bon. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, peut-être juste pour commenter cette expérience-là, je peux peut-être commencer par juste commenter un peu ce que j'ai essayé de faire avec Maud et Jérôme. En tout cas, on voit bien que dans l'interaction qui se joue, dans ce conflit-là, parce que c'est pas le premier que je rencontre chez Maud et Jérôme, il y a quelque chose qui se rejoue dans leur séquence relationnelle. Et puis, on pourrait penser que ce qui est intéressant, c'est le contenu, c'est de voir comment dans le détail au restaurant ils s'y sont pris, etc., etc. Mais moi, en tant qu'intervenant systémique, c'est pas tant ça qui va m'intéresser, c'est plutôt d'aller regarder qu'est-ce qui se joue de souterrain entre eux.
peut-être quels apprentissages ils remettent en route tous les deux au travers de cette séquence-là, mais finalement ils auraient pu le jouer au travers de la séquence d'acquérir un nouveau petit chat ou peut-être des devoirs des enfants. Il se rejoue quelque chose de souterrain et vous voyez, l'idée là, le fil méthodologique, c'est d'essayer de changer de niveau avec les personnes accompagnées. Alors là, on est dans une démonstration. Eux, ils se racontent une histoire. Et je vois bien que dans l'histoire de Jérôme, il y a on me fait quelque chose dans mon dos, etc. Dans l'histoire de Maude, il y a je fais toujours mal. Mais c'est de les aider à aller se raconter cette histoire-là, peut-être à un autre niveau, et d'essayer de changer un peu le focus sur ce qui se joue. Donc c'est ce fil-là que j'essaye de tirer à ce moment-là. Ok. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que on voit bien dans ces interactions que Jérôme et Maude sont toujours convoqués au même endroit. Donc on voit bien, du coup la thérapeute le met bien en évidence, c'est que on se répète dans les mêmes interactions, et l'idée c'est d'élargir des possibles dans ces interactions-là en allant revisiter ce qu'on a appris enfant. Oui. C'est vraiment, là, l'intervention telle qu'elle a été menée, ça constitue vraiment un recadrage systémique, c'est-à-dire que ça permet à chacun, à Maude comme à Jérôme, de regarder comment il ne fonctionne pas comme ça tout seul. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme ça dans un face-à-face avec quelqu'un qui va venir chercher leur enfant intérieur et leur enfant intérieur va lui aussi aller chercher celui de l'autre. Et c'est vraiment cette mécanique-là qui est mise à jour là par le travail de l'intervenante et que les deux protagonistes commencent un peu à percevoir. On va voir après. C'est ça. Et c'est vrai, c'est pas magique, hein, comme rien n'est magique dans l'intervention. On voit bien que Maude, elle ouvre cette porte-là assez vite. En tout cas, elle y va plus vite. Pour Jérôme, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du recadrage. Je vois bien qu'il tangue un peu. Il y va un peu, puis il revient en arrière. Il y a quelque chose qui se joue, et puis il faudrait pas dire du mal de son père. Il y a vraiment quelque chose qui se joue comme ça. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment un cheminement, alors qui est le cheminement proposé par l'intervenant, mais qui va être singulier pour chacun d'eux. En tout cas, moi, j'essaye de les amener à cet endroit-là. Et juste dans ce rôle, alors que je connais ce mécanisme qu'on est en train de vous raconter, je suis presque dissociée sur à la fois je comprends ce qu'elle dit et en même temps je peux pas y aller. Alors c'est sûrement une partie qui appartient à Catherine, hein, mais je peux pas y aller et c'est assez surprenant à vivre. Enfin, je trouve ça intéressant à vivre. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que moi j'ai l'impression que tu y vas, mais tu repasses la porte, quoi. Je fais des allers-retours, je rentre et je sors, et c'est pas écrit d'avance, c'est pas une volonté, c'est juste que j'entends, c'est comme si j'entendais quelque chose qui était intellectuellement possible à entendre, mais émotionnellement je peux pas y aller. Donc, c'est marrant parce que moi, tout à l'heure, dans la peau de Jérôme, je m'entends dire que je veux pas ressembler à mon père, et je vois bien combien c'est énorme pour Jérôme, et que du coup, aussitôt, je fais marche arrière. Je pourrais presque me faire peur. Enfin, Jérôme peut presque se faire peur à ce moment-là, quand il est amené à toucher du doigt certains trucs. Donc, c'est au travail. Et juste toi, en tant qu'intervenant, du coup, t'as chopé quelque chose ? Du coup, ça me met au contact. Oui, c'est-à-dire, je vois bien que il faut y aller, mais le risque, c'est que j'essaye de les convaincre en tant qu'intervenante. Et là, du coup, moi, ça me met aussi au contact de mon enfant intérieur, c'est-à-dire, je prends des risques en allant les emmener à un endroit où ils veulent pas aller, mais c'est ok. Ouais, c'est par là, Lisa, qu'il faut regarder. Je prends des risques en voulant les emmener à un endroit où ils sont pas encore allés, mais du coup, c'est ok. Je peux dire à ma petite Nadège, mais c'est ok, tu peux prendre ce risque-là. Et c'est vrai qu'il faut que je sois au clair avec elle aussi, de pas me laisser embarquer à dire, ok, ça vous parle pas, on n'en parle plus, parlons de la dispute au restaurant. Donc il faut vraiment que je reste à ce niveau-là de différenciation, moi aussi, en tant qu'intervenante. On va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est ok pour vous? On se rhabille. Alors peut-être on va faire un peu de place avec nos documents parce que en fait. Donc là, on va imaginer ensemble que là aussi, on ne fait pas comme on ferait dans la vraie vie, mais on va imaginer que le temps a passé et que Maude et Jérôme reviennent à l'entretien d'après. Ok pour vous? C'est bon, on est dedans. Bon, et ben nous voilà à nouveau ici pour échanger ensemble. Je vous avais donné une mission.
la dernière fois qu'on s'est quitté. Hein. Vous aviez une mission qui est pas une mission très facile que je vous ai donnée la dernière fois. Je voudrais bien savoir comment ça s'est passé pour vous, cette mission-là. Puis, comme vous vous connaissez bien tous les deux, moi j'aimerais bien que chacun me dise comment il imagine que ça s'est passé pour l'autre, ou peut-être qu'est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez eu des indices. On est d'accord que vous ne deviez pas vous parler de ce que vous cherchiez. Hein. J'ai rien demandé. Hein. Ok, vous avez réussi à faire ça. Je t'ai pas demandé. Hein. Non. D'après vous, Maud, comment ça s'est passé pour Jérôme, cette recherche de sa petite figurine? Je pense que ça a dû l'embêter. Ouais. Parce que Jérôme, c'est quelqu'un il est droit, Jérôme. Enfin, il fait les trucs, il est engagé. Ouais. Je pense que ça a dû l'embêter parce que, à la fois, je pense qu'il. Tu viens à ces rendez-vous. Je te tire pas pour venir à ces rendez-vous. Tu viens de toi-même. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il avait envie d'amener quelque chose, mais j'ai un peu regardé, hein. J'ai rien vu, voilà. J'ai pas fouillé, mais j'ai rien vu qui me donnait. Et je me suis dit, tiens, peut-être il fait rien, ou peut-être il va pas amener. Enfin, je pense que ça a été difficile. D'accord. Qu'il a été un peu tiraillé, moi j'entends ça. Entre l'envie de bien faire, aussi pour notre couple et tout ça, et puis l'idée de pas trouver quelque chose, ou de pas trouver. Donc vous savez pas finalement s'il a trouvé ou s'il a pas trouvé, mais vous vous imaginez que ça n'a pas été simple et puis que ça l'a mis au contact du tiraillement. Oui. Je me dis peut-être le tiraillement, ça parle déjà du petit Jérôme, mais bon, je sais pas. Ok. Jérôme, comment vous recevez ce que dit Maud là? Ça vous parle? Ça s'est passé comme ça pour vous? Ou c'était un peu différent? Elle n'a pas tort quand elle dit que c'est pas facile. Ces trucs-là, je suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez. Enfin, j'ai bien compris, là, mais j'ai un petit peu passé l'âge de jouer avec des figurines. Avec des figurines, quoi. Ouais. Mais en même temps, comme c'est vous qui le demandez, je suis pas sûr de comprendre à quoi ça va servir, mais. Okay. Mais elle a raison, Maud, c'était important de le faire. Ok. Un petit peu comme si vous étiez tiraillé entre je sais pas trop ce qu'on me veut, et quand vous dites ça, je le prends pas mal. Okay. Et puis, mais en même temps, on est là pour en faire quelque chose, donc j'y vais. Oui, c'est ça. On est. Du coup, t'as trouvé quelque chose, du coup? On est là. Ah, tu vas bien savoir. Hein. Bah ouais, j'aimerais bien savoir. T'as trouvé quelque chose? J'attendrai que Nadège me demande. Qu'est-ce que du tiraillement. Moi, j'entends ça. Si vous avez l'air de penser que ça sert à quelque chose, après, pourquoi pas? Ok. Bon. Vous savez comment ça s'est passé pour Maud, cette recherche? Maud, elle a dû faire comme d'habitude. C'est comment comme d'habitude? Il réfléchir beaucoup, il passait beaucoup de temps, faire le truc le mieux possible, pour après dire que c'est pas terrible. Vous pensez qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a emmené? Je sais pas, mais l'autre jour on parlait de ça, et la dernière fois qu'on s'est vu, et j'ai fait attention depuis. Je suis à peu près sûr que c'est passé comme ça. Ok. Ça vous fait sourire ce que dit Jérôme? Bah ouais. Parce que je me dis, même si c'est tendu entre nous, il me connaît bien en fait. Hein. Et oui, ça m'a bien occupée. Hein. Enfin, moi, des fois, il ne faut pas grand-chose pour m'occuper. Hein, mais ça m'a bien occupée. C'est-à-dire que vous étiez parti en disant, j'ai déjà une idée, et vous avez continué à travailler cette idée-là? Oui, parce que déjà, il fallait que je la trouve. Je vous explique maintenant ou... Qu'est-ce que vous voulez? Comment je me suis prise. Ok, allez-y. J'avais une idée précise. Vous ne dites pas ce que c'est, par contre. D'accord. J'avais une idée précise de ce que je voulais. Il fallait que je retrouve ça dans le grenier chez nous, parce que c'était quelque chose de mon enfance. Mais je savais qu'il fallait que je l'habille, que voilà. Et je suis pas super douée en couture. Je suis pas super. Le résultat est pas. C'est ce que dit Jérôme. Oui, c'est vrai. Vous êtes bien tout à fait satisfaite de ce que vous avez fait. Non. Okay. Mais j'ai progressé parce que je voulais quand même amener. Ok. Il pourrait même y avoir un peu de fierté quand même. La fierté, c'est pas ce que je vais vous montrer, parce que c'est pas une œuvre d'art. D'avoir pu le trouver. Mais d'oser amener quelque chose dont je ne suis pas satisfaite. Ça marche. Mais bon, voilà, j'ai pas pu faire mieux. Donc, Alors là, je me dis que vous seriez bien en contact de la petite Catherine. Bon, la petite Maud. Toujours la petite Maud.
Jérôme, vous avez trouvé quelque chose? Oui. Ok. Lequel de vous deux veut bien commencer? Par présenter cette petite figurine qui représente le petit Jérôme ou la petite Catherine, la petite Maude. Tu vois? Deuxième. Bon, c'est toujours moi sur ça. Alors, ok, Jérôme, vous êtes d'accord pour commencer? Ce que je vais vous proposer, Jérôme, c'est que vous allez poser cette petite figurine devant vous. Et dans un premier temps, alors je vais vous proposer une expérience qui n'est pas évidente, c'est que je vais vous demander de ne pas commenter, de ne pas parler finalement. D'accord. Voilà. Donc j'explique pas. Voilà, c'est ça. Vous expliquez pas. En tout cas, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous promets, vous direz tout ce que vous voulez. Mais dans un premier temps, je vais travailler avec Maude et on va parler de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent. Et vous allez être à l'écoute de ça. Et puis on verra ce que ça fait pour vous. Ok pour vous ça? Ok. Allez. Alors, est-ce qu'elle est visible cette petite figurine? Ok. Et alors Maude, ouais, votre première réaction? Cette petite grimace. Ouais, la première réaction, c'est qu'il a quelque chose, c'est que tu as amené quelque chose. Ok. Je suis surprise. Ouais. Mais agréablement Il y surprise. a du plaisir. Ouais, c'est très plaisant. Que Ouais. je trouve que tu as fait ça aussi pour notre couple. Enfin, je trouve que Ok. c'est vraiment plaisant. Ok. Vous voudriez bien parler voilà, de cette petite figurine que vous voyez Est-ce que je peux la prendre? Alors, on va demander l'autorisation à Jérôme pour le coup. Vous êtes ok? Oui, Ouais. oui, bien sûr. Allez. Et puis, je vais vous proposer, dans un premier temps, on va pas chercher à comprendre pourquoi il a choisi, etc. Mais plutôt, vous, parlez-moi de cette petite figurine que vous avez entre vos De loin, mains. il me faisait vraiment peur. Ok. Parce que je voyais pas son visage. Ok. Vous voulez bien me le montrer, Maude, parce que De loin, Ok. je voyais pas. Je voyais que un guerrier. Ouais. Voilà. Et là, de près, en fait, c'est comme si l'armure, c'était qu'une apparence. Parce que dessous, il est souriant. C'est un tout petit bonhomme dessous. Hein. Vraiment un tout petit bonhomme. Voilà. Enfin, oui, il est dans une armure. Vous parlez. Ça rigole Ouais. pas. Hein. Et vous diriez quoi de cette apparence-là, de cette armure? Ça vous. Bah, je trouve que c'est tellement dommage parce que on voit pas sa tête, quoi. Ouais. Faut vraiment regarder de près pour. Si on le voit de dos, de côté, voilà. Là, si je le regarde comme ça, regardez là. Ah oui. On voit que. Oui, c'est si je le juste. regarde comme ça, on voit que son armure et le côté du casque, quoi. Mm. Faut vraiment que je le regarde en dessous du casque pour voir le petit bonhomme, quoi. Hmm. Je peux le bouger? Oui, c'est pour. Et vous ressentez quoi pour ce petit bonhomme qui est caché sous une armure Oh, là bah, moi, j'ai envie de lui enlever son casque. Vous avez envie de vous occuper de lui? Bah oui, moi, je peux que m'occuper d'un petit bonhomme comme ça. Enfin, c'est pas possible autrement, quoi. Puis c'est raide, hein. Alors oui, bien sûr, c'est les Playmobil, mais c'est raide, hein. Enfin, il peut pas bouger. Là, il peut pas bouger, hein. Par contre, c'est pas froid. Oui. C'est pas froid. Et les couleurs, vous en dites quoi, Maude? Ça me fait peur, ça. Ça me fait peur. C'est le bouclier, la flamme, Ouais. c'est ça? Ouais, ça fait peur pour Quelque moi. chose qui ça. fait peur. Ça pourrait vous repousser, là, ce Ah oui, bouclier? ça pourrait être très repoussant, ce bouclier. Bon. D'accord. Puis il est pointu, là, c'est... En dessous, l'armure, ça fait plus... ça fait plus déguisement en dessous. Et puis, ouais. Et mais là, Ok. puis ça sert à rien, quoi. Faut pas lui enlever. Dites-moi, Il Maude. était comme ça, tu l'as acheté, ce truc-là? Oui, mais je. Ah oui, vous allez nous expliquer après. Oui, pardon. Peut-être juste, Maude, dites-moi, parce que c'est une petite figurine qui représente le petit Jérôme. Jérôme quand il était enfant. Comment vous imaginez qu'il a choisi cette figurine-là, Jérôme? Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Qu'est-ce que vous imaginez? Vous voulez dire qu'il aurait pensé à ça et... Je sais pas. Moi, je sais pas si Jérôme, il a... Après, tu vas dire que c'est la psychologie de comptoir ou je sais pas quoi, mais... Il n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Oui. Ça va, cette Je idée-là? peux raconter des trucs qui sont Vous pas dites justes, hein. quelque chose, puis Jérôme, il aura la parole Ouais. après. Bah, il est... Enfin, je me dis, c'est petit, il aurait été obligé de se cacher comme ça, quoi. Et de faire peur, parce que moi, il me fait peur, Ça vous surprend, ça? à peine. Ouais. Peut-être je prends l'intensité et la mesure. Comme si vous saviez déjà, voilà, ça. Bah oui, vous savez bien, enfin... C'est ça. Quelque chose que vous saviez, mais là, vous en prenez la mesure. Bah oui, parce que moi, je vois bien que dans la famille de Jérôme,
On n'est pas en train de se... On se parle pas de trucs, voilà. Bon, je me dis, bah, sans doute, maintenant qu'on se le dit, là, je me dis, sans doute, c'est pas de maintenant, enfin, ça a toujours été, quoi. Et... Ouais. Et vous étiez très touchée par ce petit bonhomme qui se cache à l'intérieur de Ah bah l'armure. oui, là. vraiment. Ouais. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de le prendre sur mon cœur, quoi. Je me dis, bah... Puis d'enlever ce casque-là qui me... Ça vous parle, ça, de ce que vous pouvez vivre avec Jérôme, quelquefois? Bah, C'est oui. la question que je me pose, Maud, c'est est-ce que ce petit enfant-là qui est représenté là, vous pouvez le rencontrer Ouais, je quelquefois au crois que je le quotidien? rencontre tout le temps, en fait. Tout le temps. Combien de fois je te dis, tu m'écoutes pas, mais avec ce que tu as sur les oreilles, là, je vois pas comment tu peux m'écouter, quoi. Hein. Je dis, tu m'écoutes pas, enfin, tu me fais peur, je te l'ai dit plein de fois que tu me faisais peur. Bah, tu vois, là, vraiment, c'est... Je veux pas. C'est bizarre, votre truc, là. Ok. 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 À la fois, vous avez envie de vous en occuper, puis à la fois, ça vous inquiète un peu, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Oui, parce que... En fait, je pense à mon frère. Ah oui. Je pense à mon frère. Je me dis peut-être que lui, il a la même chose, quoi. C'est pour ça que tu veux t'occuper de moi comme tu t'occupes de lui? Même quand j'ai rien demandé? Ben, je sais pas, mais quand je le vois, là, je pense à mon frère, quoi. En tout cas, vous vous dites que ce petit Jérôme, il pourrait bien vous activer à un endroit que vous connaissez bien dans la relation avec votre frère. Ok. Et vous, ça vous fait réagir, Jérôme, de ce que vous connaissez des positions de Maud? J'aimerais pas qu'elle m'occupe de moi comme ça. Ok. On va parler de la petite Maud après, mais peut-être je voudrais vous proposer de réagir à... Il est un peu loin de vous, là, votre petit Jérôme. Vous proposez de le prendre dans vos mains, c'est ok pour vous? Ok. Comment vous réagissez à ce que Maud a dit de cette petite figurine? Elle a tout de suite cherché le petit bonhomme caché à l'intérieur, elle a parlé de la peur, elle a parlé de... Alors, ça vous a surpris, ce qu'elle a pu dire de lui, en le voyant? Oui et non. C'est-à-dire que je puisse lui faire peur, j'aime pas ça. Mais je vois bien que c'est possible, quoi. Je vois bien que c'est possible. C'est pas ce que je veux, mais... D'abord, il faut que je vous dise. Ouais. Parce que vous avez besoin de dire ça. Je suis le cœur depuis tout à l'heure. Ma figurine, là, quand je l'ai prise tout à l'heure, en partant de la maison, elle avait une épée. Puis je sais pas ce que j'ai foutu dans ma poche. Je sais pas. Du coup, ça fait plusieurs heures qu'il est dans ma poche. On a perdu l'épée. Et ça m'a embêté d'abord. Et puis après, je me suis dit que c'était plus vrai comme ça. Que quand j'avais 10 ans, j'étais un chevalier sans épée. Je me sentais désarmé. Mais peut-être que quand tu es avec moi, tu as une épée. Hein. Peut-être. Mais écoute, dans ces cas-là, je ferais encore plus peur. C'est comment pour vous d'entendre ça, Maud? Jérôme dit, quand j'avais 10 ans, j'avais pas d'épée. Ben, ça me touche vachement parce que je me dis, bah, il peut que se mettre à l'abri, il a rien pour se défendre. Une épée, ça aide à se défendre. Là, il peut que se mettre à l'abri sous son... Comment on appelle ça, comment ça s'appelle ça? Un bouclier. Un bouclier, voilà. Il a que son bouclier pour se mettre à l'abri, il n'y a même pas un truc pour se défendre, quoi. Ouais, ça me retourne, hein, vraiment. Hein. Il vous touche comment? Vous, j'entends qu'il touche beaucoup Maud, votre petite figurine, votre petit Jérôme. Et vous, il vous touche comment, ce petit Jérôme-là? Maintenant qu'on parle de lui. Alors, maintenant que Maud parle de ce petit Jérôme, je comprends ce qu'elle veut dire. Ouais. Mais moi, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Prenez-le dans vos mains. Je pense... Là, on ne peut pas lui faire de mal. Il a un casque, il a un bouclier, il est équipé, quoi. Enfin, il se protège de quoi, ce petit bonhomme? Vous voulez dire quand j'avais 10 ans? Ben oui. Plutôt des colères de mon père. Ok. Ouais. Donc
Donc c'est un petit bonhomme qui, pour se protéger des colères, a une armure. Ouais, mais Une armure qui il peut a pas essayer de d'épée. faire peur, mais il n'a pas d'épée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas blesser lui en retour à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce que vous... Là, si vous prenez le temps juste de le regarder, puis... Qu'est-ce Ouais. que... Mais je comprends ce que vous voulez dire. Moi, j'avais même pas remarqué ça quand j'ai choisi cette figurine, parce que je l'ai choisie. Hein. Et j'avais choisi pour le bouclier, l'épée, la flamme. Je n'avais pas remarqué qu'il a le sourire, le petit bonhomme. C'est Maud qui a trouvé qu'en le regardant de plus près, il était plus sympa. Ouais. Vous pourriez être attendri? Oui. J'y vais un peu fort? Oui. C'est pas des mots que j'utilise beaucoup. Ok. Qu'est-ce que vous diriez, vous, qui serait juste pour vous? Mais là, ce que je me dis, c'est que c'est sans doute comme vous le dites qu'il faut le dire, mais j'y arrive pas. Vous voulez essayer? En tout cas, il me touche. D'accord. Ok. Ok. Et je l'aime bien. Ok. Vous avez de l'estime pour lui? Oui. Ok. Oui, parce que dans mon idée, c'est aussi mon rôle de mari et de père de famille, on peut s'abriter derrière lui. C'est peut-être que des fois, je montre pas bien à Maud. Si l'épée n'est pas contre moi. Oui. Oui. Ok. Donc, ce que j'entends, mais c'est une construction, c'est pas une vérité, mais ce que j'entends, c'est que quelquefois, si le petit Jérôme prend un peu les commandes dans des situations qu'il connaît bien, il pourrait bien avoir l'intention de tout baliser avec son armure, mais il pourrait bien faire peur à certains moments sans qu'il en ait l'intention. Oui. Ok. Oui. Ok. Mais des fois, sans doute, quand je veux bien faire, mais c'est pas toujours ça qui se passe, quoi. C'est pas toujours ce que je voulais qu'il se passe. Ça me touche beaucoup ce que vous dites là. Ok. On le garde auprès de vous. Et puis je vais vous proposer qu'on aille voir la petite Catherine, la petite Maud. Oui, mais je vous préviens, c'est pas... Oui. On va faire comme pour tout à l'heure, Jérôme, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous ne pouvez plus parler. Ça va être difficile, Maud. Mais je crois que ça va être difficile. Ok, on essaye. J'ai tellement envie de vous raconter. On essaye, ok? Je vais essayer. Et puis, Jérôme, ça va être à votre tour. Je vais vous proposer de réagir à ce que vous voyez. Dans un premier temps, sans chercher trop d'explications, mais juste que vous puissiez réagir. C'est moins évident de ce côté-là, mais tout à l'heure, je peux. Tout à l'heure de dos, ça me faisait penser, vous savez, les anges qu'on met au-dessus des crèches ou dans les sapins, avec la robe, là, ça me fait penser à un ange. Une décoration, une petite figurine décorative, un petit ange. Ouais, mais un ange, quoi. Ouais. Un ange, quand même. Ouais, ok. C'est pas... Ouais, ça a de l'allure pour vous, ça. C'est pas n'importe quelle décoration, un ange. Oh, ok. C'est quoi pour vous un ange? Ça représente quoi? C'est beau. Ok. C'est beau, c'est doux. Ok. Un ange, c'est beau, c'est doux. Qu'est-ce que vous éprouvez là quand vous regardez cette petite figurine? Alors, par contre, je suis beaucoup plus embêté de face, parce que y a pas de visage. Et presque, ça peut me mettre mal à l'aise. Ouais. Ouais. Vous inquiétez? Pas taper dans la table. Je sais pas si c'est de l'inquiétude, Okay. mais enfin, mal à l'aise. C'est pas confortable. Il me manque quelque chose. Et puis, il vous manque quoi? Un visage. C'est comme si
cet enfant, on ne pouvait pas le reconnaître, quoi. Enfin, qu'est-ce qui peut le différencier, différencier d'un autre, quoi. Oui, enfin, il n'y a pas de visage. Ok. Je me dis, s'il n'y a pas de visage, on ne peut pas trop savoir non plus ce qu'il ressent, cet enfant. Mais oui, c'est ça. Oui, comme Ouais. vous dites. Ben oui. Oui, parce que c'est... Ben oui, là. Maud, elle a l'air triste. Là, je sais pas. Qu'est-ce que vous imaginez avec ce que vous connaissez? Eh ben, si je regarde Maud, je peux imaginer que la La fille... petite Maud, elle si a la éprouvé petite- de la tristesse. Enfin, si j'ai bien compris ce que vous dites, Ouais. voilà. Mais elle se voit pas là. Elle se voit sur le visage de Maud, mais pas sur Eh oui, ok. la tristesse. Il y a d'autres choses qui vous viennent quand vous regardez cette petite figurine? Qui vous viennent? Eh ben, moi, je la trouve... Alors, même si je suis un peu chagriné par l'absence de visage, moi, je la trouve dans le monde joli. Ok. Elle vous touche par sa beauté, sa douceur, vous l'avez dit tout à Ouais. l'heure. Je la trouve assez je rejoins complètement, il y a de la douceur, et puis en même temps, je la trouve très emmaillotée et un peu raide. Ouais. Maud disait tout à l'heure, en parlant de votre petit bonhomme, bah, c'est pas facile de le faire bouger, bah, Oui. je retrouve ça aussi, là. Oui. Enfin, ça peut donner l'impression de quelqu'un qui est un peu coincé, quoi. Hein. Avec ce que vous connaissez de Maud et de comment ça se passait pour elle quand elle était enfant, qu'est-ce que vous vous racontez de cette petite Maud-là, de ce qu'elle vit? Qui fait qu'elle a pas de visage, qu'elle est un peu raide, mais qu'elle est tout en douceur et plutôt jolie. Ah, tout en douceur et plutôt joli, c'est ce que j'aime bien chez Maud. Le côté raide, c'est comme... moi, tout de suite, ce qui m'est venu quand elle me posait la question, c'est comment elle peut être coincée avec l'idée que c'est jamais bien ce qu'elle fait. Elle est un peu sur le qui-vive. Il faut toujours qu'elle fasse, Ok. mais de toute façon, ça va pas le faire. Ok. Donc elle pourrait bien être inquiète. Donc elle est un petit peu... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faire Ça attention. me fait penser à moi quand j'entendais prendre une raclée, ça. Un peu... Ok. Comment vous recevez les propositions de Jérôme, Maud? Ben, en tout cas, c'était super touchant quand il a dit que la petite bonne femme était jolie et que... Comment t'as dit qu'elle était douce? Qu'elle était... Comment t'as dit? Ça m'a touchée, ça. Belle tu et vois. douce. Ouais, ça m'a vachement touchée. Aussi, quand tu lui as pris la main, ça m'a vraiment touchée, beaucoup. Ouais. Je vous ai écouté et c'était pas du tout ce que j'avais voulu dire ou faire. Ok. Mais Euh, dans ce qu'on s'est dit, Maud, est-ce qu'il y a ouais. des choses qui sont venues vous toucher? Bah ça, ce que je viens de vous dire Ouais. particulièrement. Ok. Et ce qui était aussi surprenant, c'est qu'il pouvait se voir quand il attendait une raclée. Parce que je me suis dit, mais moi, j'ai jamais pris de raclée. Et l'idée qui m'est venue tout de suite après, c'était peut-être pas les mêmes raclées, mais en fait, quand mon frère balançait le plat de pâtes que j'avais fait et que ma mère n'intervenait pas et que j'étais petite, peut-être c'était une forme de raclée. Enfin, j'étais avec ça. Ouais. Et puis avec ce que vous avez dit l'autre jour, je me dis peut-être Jérôme disait peut-être la raideur de pas être sûr de faire ce qu'il fallait. Ah Et bah, je me dis moi, que je vous me levais deviez le être drôlement attentive. Ah bah tout le temps. Hein. à Moi, rien rater, à passer bah, à côté de rien. J'étais quand même responsable de mon frère. Hein. Mais c'était normal en même temps. Hein. Ma mère, elle pouvait pas. Mais quand même, enfin, moi, j'ai pas le... Enfin, justement, j'ai très peu joué. Ça, je me rappelle bien. J'étais très vite... Il y avait tellement de choses à faire à la maison. C'est vrai, quand je le regarde, votre petit ange là, que je me dis que Oui, l'ange il aussi. ressemble à un petit adulte quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Oui. Ben oui, du coup, j'avais oublié. Mais quand tu as dit ange, j'étais avec... comment il y a un ange qui s'appelle l'ange protecteur là, enfin il y a un ange comme ça c'est souvent ce que mon père m'a dit. Que vous veillez sur Ouais. votre famille? Et quand il partait, parce qu'il partait le dimanche soir, il me disait, et surtout fais bien attention à maman et à ton frère. L'ange gardien. Oui, l'ange gardien, voilà, je cherchais. D'accord. L'ange gardien.
Ça m'a fait penser à ça quand tu as dit ça. Quand je fais du lien avec tout ce que vous dites, et puis ce que disait Jérôme sur je ne sais pas ce qui se passe sur le visage, parce qu'il y a votre visage, je me dis que vous deviez mettre tellement d'énergie à être attentive aux besoins des autres que je ne suis pas sûre que vous étiez une petite Maud très au contact de ce qu'elle ressentait. Jérôme se demandait s'il pouvait être un peu triste. Je ne serais pas capable de vous dire. C'est ça. Moi, je me vois comme quelqu'un qui fait, quoi. C'est ça. Parce que, papa était pas là, et il fallait que je m'occupe de maman et de mon frère, quoi. Je sais même pas, enfin, quand vous me dites ça, Dites-moi, Maud, avec tout ce qu'elle a fait, cette petite fille, vous voudriez la prendre dans vos mains? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Bon, ça, c'est parce que tu me l'as dit, Jérôme. J'aurais envie de lui dire qu'elle est belle, même si elle n'a pas de visage. Puis c'est doux, hein. C'est vraiment doux. Elle est douce. Elle est douce. Vous trouvez qu'elle a bien travaillé? Pas suffisamment, mais j'ai repensé à ce que vous m'avez dit l'autre jour, si j'avais une petite fille de 10 ans à ma table, enfin. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu, quoi. Vraiment. Okay. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Et qu'elle est habillée de chiffon, mais là aussi elle a fait ce qu'elle a pu. Ok. Ça me touche beaucoup ce que vous êtes en train de faire, Maud, de lui donner de la reconnaissance à cette petite fille. Ok. En tout cas, je me dis que peut-être c'est vous qui allez pouvoir lui donner cette reconnaissance-là. Okay. Je vois que ça vous touche aussi, Jérôme. Peut-être on va pas aller beaucoup plus loin, mais je me dis qu'on continuera à travailler ça. C'est comment chacun de vous va pouvoir apprendre à s'occuper de son petit enfant. Et plutôt du sien à lui que de s'occuper de celui de l'autre. Parce qu'on voit bien que ça se rencontre pas de cette manière-là. Quand la petite Maud demande des choses à Jérôme, c'est le petit Jérôme qui prend les commandes. Puis peut-être que quand le petit Jérôme vient vérifier des choses auprès de Maud, c'est la petite Maud qui prend les commandes. C'est ok pour vous? On continuera à travailler ça. On l'a mis où en attendant? Alors, ce que je vais vous proposer, et puis on s'arrêtera là, c'est vous allez cohabiter avec votre petit enfant intérieur. C'est-à-dire que vous allez choisir où vous le mettez d'ici la prochaine séance. Peut-être que vous allez le mettre dans un endroit que vous choisissez, ou peut-être que vous allez faire le choix de le garder avec vous, dans votre poche, comme vous aviez fait, dans votre sac à main, j'en sais rien. En tout cas, je vais vous inviter à le mettre à un endroit qui vous semblerait le plus juste possible pour prendre soin de lui d'ici notre prochaine rencontre. Et votre mission, ça va être de prendre soin de lui. Et quand vous allez sentir que le petit enfant, il est touché, je vais vous proposer de pas faire continuer l'interaction, parce qu'on a bien vu, comme au restaurant l'autre fois, mais plutôt d'aller vous rapprocher de votre petit enfant intérieur et de vous occuper de lui. C'est bien du mien. Hein. Oui, moi, du vôtre. Je peux pas m'occuper. Oui, c'est ça, vous avez bien compris, Maud. Ok pour vous? Vous vouliez dire quelque chose, Jérôme? Non, j'avais une question, mais après, elle était débile, ma question, en fait. Bon, elle était débile, votre question. Non, je voulais demander si on pouvait les ranger au même endroit. Ah. C'est marrant, j'y avais pensé aussi. Mais dans votre explication, j'ai bien compris que non. Je sais pas. En même temps, si ils sont à un endroit commun, mais en tout cas, l'idée, c'est que vous allez vous occuper de la vôtre et pas de celle de Maud. D'accord. Même si elles sont rangées à un endroit en commun, mais c'est votre choix individuel. Ok. Ok pour vous? On s'arrête là? On s'arrête là. Merci. Ça va être là. C'est chaud. Bon. J'étais avec l'heure. Donc, oui. On a le temps de... On se prend juste 2 minutes pour sortir. Oui, c'est ça. C'est ça. Juste besoin de ça. L'idée, ça pourrait être, je me dis, pour sortir, ça peut peut-être nous aider. C'est qu'est-ce qui a été marquant pour chacun dans ce deuxième entretien. Et comme ça, on va passer à autre chose. Ok. Qu'est-ce qui a fait de la différence pour toi du point de vue de Maud?
du point de vue de Maud, ça a été de voir, je me dis dans une thérapie de couple, en voyant, en touchant, en observant par en dessous comment voilà, le petit garçon, c'est comme si je voyais une part, c'est comme si Maud voyait une part de Jérôme qu'elle connaît, mais qui ne prenait pas sens jusque-là. C'est comme si ça mettait du sens en fait. Voilà. Et c'est un truc, comme la thérapeute demande à Maud ce qu'elle voit, c'est pas discutable. Donc Maud se sent en sécurité parce que c'est pas discutable par Jérôme, parce que c'est juste ce qu'elle voit. Donc j'ai trouvé que là, voilà. Et ça c'était là. Le fait que Jérôme ait fait la commande, enfin, ait amené quelque chose, c'est une vraie différence dans ce que peut se raconter Maud de la vie de couple. Voilà. Et par rapport à ma figurine, bien sûr, tout ce que le scénario, enfin, que j'avais construit en tant que Catherine, mais que Maud avait, enfin, son scénario de vie sur qu'est-ce qu'elle faisait là, rien n'a été abordé de tout ça. Tout ce qui a été abordé et fait bien plus sa formation que l'histoire qu'elle se racontait. Ok. Tu veux continuer, Fabrice? Oui, mais j'ai quelque chose du mémoire sur ce qui se racontait, qui n'est pas du tout la même chose. Moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la différence des ressentis de Jérôme entre le premier entretien et le deuxième entretien. C'est-à-dire que je pourrais le dire comme ça, c'est comment Jérôme, dans le premier entretien, il est dans l'émotion qui est autorisée à ce petit garçon. C'est-à-dire la colère, ça c'est ok, c'est validé, ça marche. Dans la deuxième, il a accès à la tristesse, que ce soit la sienne ou celle de Maud. Et ça, je l'ai pas senti venir. Enfin, je l'ai pas vu arriver, mais je l'ai ressenti fort, quoi. Dans la peau de Jérôme, voilà, le premier entretien, j'étais en colère, et là, j'étais pas en colère. C'était autre chose qui se passait. Donc c'est très puissant. C'est-à-dire en entendant Maud parler de son enfant intérieur, il peut prendre des choses. Oui. C'est-à-dire que en faisant la déviation par l'enfant intérieur, tu peux prendre des choses que sans doute... Jérôme peut prendre des choses que Maud essayait de lui expliquer depuis très longtemps. Alors, si Maud essaye directement de l'aborder comme ça, forcément ça ne marche pas. Mais là, il y a quelque chose qui passe, et puis, enfin, oui, c'est très différent. Et comment Jérôme, par le biais de l'enfant intérieur, regarde sa femme aussi différemment. Ok. Oui, toi alors? Eh bien, pour moi, ce qui est marquant, c'est que c'est singulier à chaque fois. Alors, c'est un exercice pas évident, parce que c'est l'idée de montrer la méthodologie, puis en même temps d'être avec eux. Donc, je vois bien que... Désolée pour le cafouillage mot de Catherine, mais en tout cas, j'ai pu être avec ces deux niveaux-là, mais je me fais cueillir. Il y a toujours un moment où je me fais cueillir, et là, je me fais cueillir. Alors, ça passe pas par les mots, c'est le regard que Jérôme porte à sa figurine et le regard que Maud porte à la figurine de Jérôme dans un premier temps, et puis après, sur cette figurine-là. Et là, moi, ça me demande vraiment de me dire, je laisse faire ce qui se passe entre eux. C'est-à-dire que là, il faut que j'accepte je vais pas forcément faire une méthodologie exacte comme... Ça se passe pas avec Maud et Jérôme comme ça se passerait avec d'autres, même si c'est le même film, mais c'est de laisser émerger ce qui se passe entre eux, et ça c'est vraiment singulier, quoi. Voilà. À chaque fois. Et ça c'est un plaisir de se laisser cueillir par la singularité de ce qu'ils vont en faire. Voilà. Voilà. Bon. On gardera un petit temps tout à la fin pour venir conclure. Mais là, du coup, voilà, c'est l'heure qu'on ouvre. C'est l'heure qu'on ouvre aux questions. Ouais. Donc j'ai vu d'un œil qu'il y avait pas mal de questions. Enfin, pas mal, je sais pas, mais en tout cas, comment tu peux nous remonter les questions pour qu'on puisse répondre? Alors on regarde à droite parce qu'il y a l'écran qui est à droite. L'écran est sur la droite. Donc voilà. Alors. Sur mon game, j'ai vu. C'est comme question. C'est donc l'intervenant qui mène. Ah oui, voilà. C'est donc l'intervenant qui mène sa trame de Pauline. Et non partir de ce que le couple peut amener. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question. C'est donc l'intervenant qui mène sa trame et non partir de ce que le couple peut amener. C'est-à-dire que, comme je comprends la question, il y a une méthodologie, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est de ça dont ça parle, mais effectivement, par exemple, le fait
C'est Jérôme qui présente son enfant intérieur. Du coup, Jérôme, on bloque les interactions de Jérôme parce que Jérôme, il va avoir qu'une envie, lui, c'est d'expliquer. Enfin, Jérôme comme mot d'ailleurs, c'est d'expliquer, et qu'effectivement ça va appauvrir un peu après ce qui va se passer. Donc le fait de bloquer la trame de l'intervenant, je ne sais pas si c'est de ça dont voulait parler la personne, mais oui, l'intervenant va mener le jeu et avec une trame assez rigoureuse qui est effectivement la personne qui présente son enfant intérieur ne parle pas, c'est l'autre qui parle, on le fait interagir. Ça, enfin, cette trame, elle est assez relativement invariable. Ouais. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça devienne un protocole. Alors là, comme je le disais, il y a l'enjeu pédagogique d'aller à ça, et peut-être que dans la vraie vie, il faudrait plus d'entretien pour amener tranquillement, et en passant par des chemins plus détournés là. Donc c'est pas un protocole avec étape A, étape B, étape C, mais il y a quand même cette idée que l'intervenant, il sait ce qu'il va chercher. Et donc il va essayer d'attraper les informations pertinentes pour aller changer de niveau, comme on disait tout à l'heure, à partir de ces figurines-là. Voilà. Mais pour l'intervenant, c'est toujours un enjeu, à la fois d'aller rejoindre les personnes qu'on accompagne, dans ce qu'ils amènent, et en même temps de les amener ailleurs, parce que si on reste avec ce qu'ils amènent eux, eh bien on les laisse se raconter les mêmes histoires. Par exemple, si Jérôme dit, bah voilà, moi j'ai choisi cette figurine-là parce que ça, on va pas l'aider à se regarder les choses autrement, mais c'est parce qu'on fait autrement que Maud lui montre qu'il y a un petit bonhomme qui sourit à l'intérieur. Et ça, c'est une information nouvelle pour lui. Donc, c'est pas tant la trame que plutôt la grille de lecture, et puis d'amener les choses à un endroit où ils sont pas encore allés. C'est ça. Donc dans ce sens-là, on fait avec ce qu'ils amènent, mais on les laisse pas non plus complètement faire à leur façon, parce que sinon ils font comme à la maison, et du coup on n'est pas très utile. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Ok. Laquelle Auriez-vous une bibliographie sur cette thématique de l'enfant intérieur et sur cet objet flottant de la figurine? Alors, il y a un article dans le sémaphore, où vous allez retrouver, voire même beaucoup plus développé d'un point de vue théorique, parce que là, on est vraiment allé très rapidement sur la théorie. Et une biographie sur le sémaphore numéro 3. C'est le sémaphore numéro 3. Voilà. Après, il y a de la littérature autour de la question de l'enfant intérieur. Oui. Par contre, ce qui n'est pas forcément développé, c'est l'utilisation de l'enfant intérieur dans une perspective systémique et interactionnelle, comme on peut le faire ici. Voilà. C'est-à-dire qu'à part l'article là, oui. Quand vous l'avez écrit, Thierry et toi... C'est ça, ça commence peut-être à dater, il y a peut-être depuis. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment d'aller voir comment ça pouvait nous servir à regarder la circularité de ce qui se passait dans le couple. Et comment les deux enfants intérieurs se répondent dans de la circularité. Donc c'est là que ça devient systémique, donc ils s'invitent dans la relation. Voilà. Et c'est pas quelque chose en intrapsychique où on va regarder comment l'enfant intérieur s'est bâti vraiment en intrapsychique. On va vraiment regarder qu'est-ce qu'il a appris dans les relations et comment il vient rejouer les scénarios qu'il a appris dans le couple, avec ses propres enfants, même dans un milieu amical. Enfin, on peut le retrouver partout, un peu comme un transparent qu'on déplacerait, quoi, voilà, dans différents systèmes. Alors, peut-on utiliser la figurine lors d'un entretien individuel? Bien sûr, ça marche même très très bien, parce que ça permet aussi de mettre quelque chose, et comment faire pour que cela émerge. La rencontre est dans le scénario que la personne s'était raconté en choisissant sa figurine sans la présentation croisée. Alors, je ne sais pas comment vous faites vous, mais en tout cas moi je fais pas mal d'entretiens individuels avec une figurine, et c'est moi la thérapeute qui va lui dire, je ne sais pas si vous faites comme ça, mais qui va lui dire, parce que forcément il n'y a personne d'autre en face, comment je la ressens, quand je la touche, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je me raconte, parce que j'ai quand même une connaissance de ce que, parce que je ne fais pas au premier rendez-vous, donc j'ai une connaissance de ce que la personne m'a raconté, et du coup c'est le thérapeute qui à ce moment-là, bien sûr dès qu'il y a quelqu'un d'autre, faisons travailler les membres du couple, de la famille. Et si je suis toute seule avec une personne, c'est moi qui vais lui amener des choses, et la personne va rebondir là-dessus. Avec toujours la même idée, c'est pas qu'elle me raconte en premier, parce que si elle me raconte en premier, je ne vais pas lui faire de l'information et donc de la différence. Donc c'est bien moi qui vais dire en premier, et elle va réagir comme l'a fait Nadège, sur ce qu'elle prend, sur ce qu'elle prend pas. Et j'ajouterais peut-être, l'idée c'est que ça va faire de la circularité quand même, c'est-à-dire moi je prends la précaution de dire aux gens, c'est pas une expertise que je vais vous faire, là je vais vous décrire ce que je vois et ce que je ressens, mais j'insiste sur le fait que c'est singulier, ça parle aussi de moi et de ma subjectivité, mais du coup la réaction de l'autre va m'amener moi aussi à reconstruire, ah bah oui j'avais pas vu que vous me dites ça, mais j'avais pas vu, et du coup ça va être un jeu de faire bouger ma représentation de ce que je vois et la représentation de l'autre, et du coup ça met de la circularité aussi. Oui, c'est juste. Oui. Donc là on va s'utiliser.
Ouais. Eh oui. On utilise le thérapeute. Voilà. Je me demandais comment le proposer en thérapie familiale, ce jeu qui peut se faire avec les parents devant les enfants, pour comprendre les mécaniques relationnelles en jeu. Ben oui. Donc, qui s'y colle. On peut demander à des parents d'amener leur petit enfant intérieur et de faire réagir les enfants, enfin, voire même tout le reste de la famille, s'il y a des enfants et un deuxième conjoint, enfin, et un conjoint. Ça va être le même processus pour moi, mais c'est très intéressant parce que les enfants sont très au contact de l'enfant intérieur de leurs parents. Ouais. Et donc, ils sont très naturels là-dessus. Il y a vraiment, ça les amuse beaucoup. Des fois même, ils veillent à l'entre-deux quand on donne la tâche. Ils peuvent demander à leurs parents, mais où est-ce que tu l'as amené? Est-ce que tu l'as ils sont impatients. Est-ce que tu l'as dans ton sac? Enfin, c'est vraiment quelque chose avec lequel ils sont très, très à l'aise, les enfants. Enfin, ça marche très bien. Et ils sont tout à fait, alors, c'est pas un enfant de 3 ans, mais assez tôt, ils sont tout à fait capables de faire des liens avec ce qu'ils voient de leur papa ou de leur maman et des liens qu'ils peuvent faire avec la figurine, quoi. Hein, là, si je peux reprendre l'enfant intérieur voilà, ils sont tout à fait capables de raconter qu'il a une armure, tout ce qu'on a dit, ça c'est, voilà, ils vont se raconter des histoires, puisque les enfants sont tout à fait capables de se raconter des histoires. Et donc après, on va demander aux parents qu'est-ce qui le surprend, qu'est-ce qu'il prend, voilà, enfin, la même chose que ce que vous avez vu sur le couple. Peut-on dire que dans la rencontre du couple, ce sont les enfants intérieurs qui se rencontrent? Oui, c'est très clair. C'est très clair. Oui, bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, c'est donc une histoire de couple, une histoire d'amour, c'est sans doute 2 adultes qui se rencontrent, mais très vite, c'est 2 enfants qui se rencontrent. Alors, pour le meilleur et pour le pire. Et des fois, les enfants, ils se rencontrent pour le pire, les enfants intérieurs. Et les adultes ont la croyance qu'ils se rencontrent pour le meilleur. Donc c'est un peu là-dessus, sur ces 2 tableaux-là qu'on va jouer, bien sûr. Et oui, puis tout à l'heure on parlait de la frontière, tu parlais Fabrice de la frontière entre le soi enfant et le soi adulte. On n'a peut-être pas mis ces mots-là, mais en tout cas, les émotions de l'enfant et puis la pensée de l'adulte, là, ça rajoute de la complexité, c'est-à-dire, on va s'intéresser à la frontière qu'il y a entre les 2 enfants intérieurs. Là, par exemple, avec Maude, on voit bien que elle a très très envie de s'occuper de lui et qu'il peut y avoir un contrat implicite entre eux de comment Maude va aller réconforter le petit Jérôme, vous voyez. Donc, il y a quelque chose là qui se colle et qu'il va falloir aider le couple à décoller, c'est-à-dire chacun va être responsable de son enfant intérieur. Si on faisait tous les croisements qui existent dans un couple, il y a dans le jeu de rôle, il y a une relation comme ça, il y a une relation comme ça, il y a une relation comme ça, et il y a une relation comme ça. C'est ça. Donc quand on parle de complexité, voilà. Et j'en rajoute une. Vas-y. Il y a même une relation comme ça, parce que le petit Jérôme, il regarde son couple aussi à l'aune de l'expérience qu'il a et la piote aussi. Et voilà. Donc c'est toujours intéressant à dessiner. Alors, en thérapie individuelle, peut-on demander à la personne de dire ce qu'un membre bien spécifique pour elle pourrait dire en voyant la figurine? Oui. Par exemple, que dirait votre mère en voyant cette figurine? C'est ça la question. Mais oui, bien sûr. Du coup, on convoque les absents. Dans les entretiens individuels, c'est toujours intéressant de ne pas rester dans l'entre-soi et de convoquer les absents. Et bien sûr, quand on fait ça, on oblige un peu la personne à rejoindre le point de vue de sa mère, par exemple. Et si jamais la relation à sa mère fait partie du problème, c'est vraiment intéressant qu'elle fasse un pas vers sa mère, voilà, et ça donne vraiment de l'information pour pouvoir continuer, quoi. Donc oui, on peut demander à la personne de convoquer les absents virtuellement et de parler à leur place. Alors, peut-on proposer cet exercice entre un parent et son enfant adolescent? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on peut même travailler. Enfin, moi, en ce moment, j'accompagne un jeune adulte et sa mère. Donc, le jeune adulte, il est pas loin de l'enfant qu'il a été. Mais on travaille avec les figurines, lui aussi, il a ramené la figurine de l'enfant qu'il était il n'y a pas longtemps, donc on travaille à 3 générations du coup, c'est-à-dire il y a l'enfant intérieur du fils, le fils, l'enfant intérieur de la mère, enfin voilà, ça vient, tout est possible. Et t'as une question qui vient un peu avec, et la place du transgénérationnel en dessous. Voilà. Oui, on peut même poser la question, même si les gens sont pas là, poser sur 3 générations, un jeune adulte, une mère,
Et la mère peut parler de l'enfant intérieur, elle peut même parler de l'enfance de son père. Mais quand elle parle de l'enfance de son père, elle peut parler de comment, même si le père n'est pas là ou est mort ou n'est pas là du tout, elle peut parler de comment, dans les relations à son père, elle imagine que l'enfant intérieur de son père s'invitait. Et du coup, ça va relier se mettre en lien avec un concept du transgénérationnel qui est l'exonération. C'est-à-dire que ça n'enlève rien de ce que le père aurait pu faire qui serait ou violent ou je ne sais quoi, ou pas correct, enfin voilà. Mais le fait de pouvoir dire, ok, ça n'excuse rien, mais ça donne ça explique, ça donne du sens plutôt que de l'explication, du sens au père qu'il a été, ça va permettre à la mère, la mère de cet homme-là, donc à la fille de cet homme-là, de pouvoir mettre du sens à ce qui lui est arrivé en tant que petite fille, et du coup sans doute de venir prendre soin de la petite fille qu'elle a été. C'est-à-dire que si ça a été comme ça dans la famille, c'est pas parce qu'elle était une mauvaise fille, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, parce que l'enfance de son père, et donc le petit enfant qui s'invitait quand son père était père, faisait que c'était pas possible pour lui d'être un père correct. Je sais pas si je suis très claire. En tout cas, ça pourrait être un prolongement. Je me dis, là, dans l'expérience qu'on a vécue ensemble, c'est par exemple comment on pourrait aller chercher plus tard auprès de Maud de quoi aurait eu besoin la petite Maud, et peut-être qu'elle aurait eu besoin que quelqu'un lui fasse cuire des pâtes, et qu'est-ce qui pourrait faire que son parent n'était pas disponible pour faire cuire des pâtes, et tac, faire cuire des pâtes, c'est l'exemple, mais c'est pour dire comment on pourrait regarder aussi la petite Maud au regard de l'enfant intérieur de ses parents. Oui. Donc ça peut être un prolongement. Mais on peut aller comme ça sur plusieurs générations. De toute façon, je sais pas vous, mais moi dans mon expérience, une fois qu'on a décollé quelque chose de ça, les gens, moi, ils m'étonnent toujours parce que ils en font quelque chose qui vient faire qu'ils regardent plus les choses jamais de la même manière qu'avant. C'est ça. Et que s'ils font l'expérience pour eux, ils ont même des fois plus besoin de nous pour faire l'expérience, pour penser que pour leurs parents, c'était pareil. Donc des fois ça marche tout seul, quoi. C'est-à-dire comme Fabrice voulait dire un truc, puis on l'a coupé. Non, pas du tout. J'étais sur la question suivante, mais je vous laisse finir d'abord. Non, mais il y a des liens aussi à faire avec la question qui est est-ce qu'il existe d'autres supports pour parler de son enfant intérieur? C'est bien ça, tu voulais. Alors sûrement. Là, ce qui me vient, par exemple, on pourrait très bien travailler cette question de l'enfant intérieur à travers une métaphore, justement. Mais la spécificité de cet outil-là, c'est que ça reste. C'est-à-dire que vous voyez bien, dans la tâche qu'a donnée Nadège à ce couple, c'est de le ranger dans un endroit précis et d'aller prendre soin quand il y a l'intensité qui monte, c'est-à-dire que, par exemple, l'enfant intérieur traité on pourrait très bien le traiter sans les figurines, à travers juste la métaphore, mais par contre, ça va rester dans le cabinet du thérapeute, alors que ça, Jérôme et Maud vont ramener ça chez eux. Peut-être dans 30 ans, ils s'en serviront encore, peut-être de temps en temps, ils s'en serviront comme d'une blague, c'est-à-dire, hop là, attention, c'est lui qui revient. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose, et c'est aussi pour ça que la thérapeute tout à l'heure, Nadège, a insisté auprès de Jérôme et Maud pour ne pas prendre un jouet d'enfant, de leurs enfants, parce que après, ils vont s'approprier cette figurine, et je pense qu'il y a des gens qu'on a accompagnés avec cet outil il y a des années et qui ont toujours leur figurine quelque part dans leur maison, quoi. Et puis, pour rajouter ça, là, tu étais sur l'après, moi je suis sur l'avant, c'est-à-dire à partir du moment où la thérapeute donne la tâche. Alors moi je l'ai bien senti, puisque c'est du cousu humain, enfin, à peine cousu. Mais tu fais, quoi. Et donc il y a un rapport au corps qui fait que tu n'as pas dans la métaphore. La métaphore, effectivement, tu vas l'inventer, mais ça va être émotionnel et intellectuel, alors que là, il y a un rapport au corps. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que, je ne sais pas où Jérôme, dans l'image, est allé chercher, tu peux aller l'acheter dans un magasin, mais tu y penses, et puis il faut que tu l'achètes, et puis il faut que tu touches, tu regardes. Donc il y a un rapport au corps, peut-être tu la fabriques. Donc c'est quand même un truc qui est quand même spécifique. Il y en a d'autres outils, mais à cet outil-là, et moi je pense vraiment profondément en tant que thérapeute que tu parles du décollage qui se passe, il commence à se passer à ce moment-là. C'est-à-dire que, et là on l'a joué un peu comme ça, c'était pas volontaire, mais il y a des gens qui savent tout de suite, comme Maud l'a joué, et des gens qui savent pas, voilà. Mais il y a quelque chose qui se met en place aussi corporellement, à partir de longtemps où il faut aller l'acheter, ou le fabriquer, ou le chiner, enfin ce que vous voulez, ou le récupérer quelque part.
Le corps est aussi en mouvement, quoi. C'est un chemin tête-cœur-corps. Ouais, c'est vraiment un chemin. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a penser, mais il y a aussi éprouver, Oui. et puis il y Toucher. a faire, et il y a fabriquer, se déplacer, etc. C'est vraiment les trois, et ça circule. Moi, je suis toujours étonnée du témoignage des gens, par où ils sont C'est passés. ça. Il y a Et ces là, trois c'était dimensions-là. très intéressant. Tu l'as vraiment trimballé dans ta poche en plus toute la journée. Je savais pas ce que c'était, mais tu l'avais dans la poche. Et on voit bien, tu cherches. Enfin, c'est Jérôme qui cherche, mais il cherche l'épée. Donc là, dans la vie de Jérôme, bon sang de bonsoir, il y avait une épée, il la retrouve pas. Enfin, il cherche. Enfin, je me dis, bah, c'est pas de la métaphore. C'est très bien la métaphore, mais c'est vraiment, on est dans une autre dimension, quoi. Tout comme là, si j'essayais de me mettre un peu dans la peau de Maud pour pouvoir faire cette figurine, et ben il a fallu que je choisisse du tissu, que j'essaye des trucs. Ben, on est déjà en mouvement, quoi. Alors, y a-t-il autre chose auquel on pourrait répondre? On a encore À quelques partir minutes. de quel âge peut-on se dire que c'est un bon outil? Travaillant avec des enfants ados, ils sont encore leur Leur enfant enfant, oui. intérieur. C'est bien une figurine pour chacun de son propre enfant intérieur. On ne crée pas de figurine pour l'enfant intérieur de quelqu'un d'autre. Alors, sur la dernière, on ne crée pas de figurine pour l'enfant intérieur de quelqu'un d'autre. Moi, ça, je l'ai jamais demandé. Moi, j'ai déjà Mais, fait. mais pourquoi pas, enfin, Moi, j'ai déjà ouais, fait. c'est ça. J'ai déjà demandé à des enfants grands de chercher une figurine pour chacun de leurs parents, et c'était extrêmement puissant. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il faut que ça émerge. Et ça va avoir du sens dans un accompagnement et pas dans un autre. Mais si ça émerge, C'est ça, allez-y, quoi. c'est ça. Si c'est passé par là, c'est que c'était la singularité Bien de sûr. ce qui se jouait. Par contre, effectivement, les enfants eux-mêmes, ils sont Ben oui, ils sont ils sont encore des- les enfants, donc on donc peut c'est leur un Manon, demander quoi. leur enfant intérieur. Ah Ouais, non, quoi. ouais. Ouais. Les ados, peut. il y a moyen. Mmh. Ouais, Il y a oui, moyen. ça Il y a peut. Moi, moyen j'ai déjà avec fait, les ça ados. marche. Ouais. 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 Mm. Ok. Existe-t-il une différence entre l'enfant intérieur et l'ego? Ah, bah c'est intéressant là, parce que c'est une question qui associe des concepts de deux approches différentes. Oui, c'est ça. Du coup, on va pas pouvoir y répondre parce que nous, on est plutôt du côté de l'approche systémique, et l'ego, c'est pas un concept de l'approche systémique. Du coup, moi, je serais bien en panne de répondre. Oui. Ben, oui, ça parle pas, pour moi, ça parle pas du même pays, quoi. Oui, c'est ça, c'est Mm. ça. Donc, pardon, on va pas pouvoir répondre à cette question-là, parce que j'aimais bien quand Raffaella Cuciniello, qui nous avait présenté sur les familles venues d'ailleurs, disait: quand on essaye de faire un pont entre deux approches, ça peut être intéressant, mais les approches perdent de leur puissance. Et donc, je pourrais m'imaginer que le concept d'ego a une puissance, et ce serait dommage qu'on le réduise à quelque chose qui lui correspond pas tout à fait. Mm. Je veux que ça, moi. Oui. Mm. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va arriver bientôt au bout. Est-ce systématiquement une figurine qui est demandée, ou est-ce que ce peut être autre chose qui représente l'enfant intérieur? Alors, moi, je demande toujours une figurine. Bien sûr, les gens n'en font qu'à leur tête. Et donc, j'ai eu plein de choses qui ont été rapportées qui n'étaient pas des figurines. J'ai eu des collages extraordinaires avec des cœurs qu'on tirait, enfin des trucs où les gens y avaient passé un temps fou. Je prends tout, moi. C'est-à-dire que je fais avec ce que les gens amènent. Je me rappelle de quelqu'un qui avait amené un chameau. Bon, voilà. En soi, c'était pas une figurine d'un bonhomme ou d'une bonne femme, mais ça avait tout son sens. Donc, ce que les gens apportent, c'est forcément juste. Voilà. Et bien sûr, oui, c'est forcément juste, je sais pas comment dire. Et de toute façon, ça va amener de l'information si on prend, puisque c'est forcément juste. Donc, Et puis, je me permets de rajouter que l'idée, ça va être vraiment, quel que soit ce que rapportent les gens, ça va être l'idée d'en prendre soin, nous, en tant qu'intervenants. C'est-à-dire que on peut faire l'hypothèse que les gens n'ont pas appris à prendre soin de cet enfant intérieur. On l'a bien vu avec Maud et Jérôme, et du coup, ça commence par l'intervenant. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans la disqualification, qu'ils prennent soin, qu'ils laissent pas... Vous savez, des fois, il y a des gens, ils prennent... je peux, Monsieur Fabrice, prendre le... Bien sûr. Ils prennent, voilà, hop, ils le font tomber. Moi, souvent, ça me fait réagir en disant: ah, je vais vous proposer qu'on prenne soin de Oui. cette petite figurine. Voilà. Et ça passe, quelle que soit la forme, ça passe par là. quelle que je soit trouve. la forme. Et vraiment, c'est intéressant. Et saisissante était le... Et si un des membres du couple n'apporte pas de figurine? Ah, très intéressant. Ah oui. Alors, on fait comme à chaque fois en systémique, on demande une tâche et que la personne ne fait pas, entre guillemets, la tâche, voilà. Et c'était quoi le risque à amener? On travaille quand même, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de
c'est pas dire bon bah comme il n'a pas amené on fait pas, ou on fait que l'enfant intérieur de celui qui a amené. C'est de travailler avec lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas amené? C'est quoi le risque? C'est quoi sa crainte? Je sais pas, d'autres questions qui vont arriver. Et pareil, en demandant par exemple, comme par hasard, si c'était Jérôme qui l'avait pas amené, absolument, par hasard, absolument, on aurait pu. C'est quand même la croyance de Maud. On aurait pu demander à Maud, bah, qu'est-ce que j'imagine du fait que voilà. Et puis des fois on peut s'amuser. Qu'est-ce qu'il aurait pu amener? On aurait pu demander à Maud qu'est-ce qu'il aurait pu amener. Et ça n'empêche pas que la fois d'après, moi j'ai eu ça. La fois d'après, c'était un homme. Sa femme avait fait un truc alors qu'il n'avait rien à voir avec une figurine. C'était un collage extraordinaire. Et la fois d'après, il a amené quelque chose. Alors qu'il n'était pas non plus une figurine, mais il a amené quelque chose. Oui. Bon. On nous fait signe qu'il faut vous dire au revoir parce qu'après, Lisa n'a plus de batterie. Donc, on va s'arrêter là. Alors, peut-être un petit clin d'œil avec le message. Ben oui. Thierry. Alors Thierry Leblond qui a écrit donc l'article avec moi quand on travaillait tous les deux. On voulait te saluer Thierry, du coup on voulait le faire à la fin, donc tu nous rattrapes parce que tu as mis un petit mot dernier. Voilà, on voulait faire une dédicace à quelqu'un aussi qui nous a aussi formés tous les trois. Oui. Et qui m'a permis moi d'écrire avec toi et puis de réfléchir sur cet enfant intérieur. Donc c'était voilà. Bah, c'est chouette que tu sois là parce qu'on a vu la même idée. Ouais, une grosse bise Thierry. Ouais. Salut. Dédicace. On vous remercie. Oui, vas-y. Merci. Merci d'avoir été si nombreux. Nos petits enfants intérieurs sont plutôt. En tout cas, le mien, il est pas mal. Il est plutôt bien. Ça se passe plutôt pas mal pour lui. Voilà. Encore une fois, si vous voulez, vous allez. C'est Mafor 3. Vous pouvez le commander sur le site de Forcifa. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur Forcifa, vous avez tous les réseaux sociaux, vous avez le site de Forcifa à disposition, vous avez Lisa et 3 autres personnes charmantes qui sont à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez. On tient vraiment à vous redire que l'outil n'est pas la posture et que vraiment travaillons la posture pour pouvoir utiliser l'outil le mieux du monde. Voilà, rien n'est parfait, mais le mieux du monde. Et puis on peut proposer 2 films. Vas-y. Ouais. On a pensé à des films qui peuvent illustrer. Il y a le film Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer. C'est sur la thématique des abus, mais en tout cas il y a toute une illustration de la relation avec l'enfant intérieur qui est magnifique film. Voilà. Et puis toi Catherine, et moi le film Ce qui nous lie avec Capliche, pardon. Il y a Pio Marmaille qui a un rôle dans le film et on le voit. Je trouve que c'est touchant parce que à la fin vraiment il y a un petit garçon qui symbolise. Et on le voit se réconcilier avec l'enfant qu'il a été. Et on comprend, enfin je ne vais pas tout spolier, mais on comprend toute sa démarche pendant le film. Et à la fin, il y a quelque chose autour de l'enfant intérieur. Voilà, on voulait vous proposer ça. Donc nous vous remercions vraiment d'avoir été là. On rappelle la journée systémique du Grand Ouest le 20 juin. Oui, le 20 juin, sur le thème à Saint-Herblanc. De la culpabilité et la responsabilité, quel passage. Voilà, on l'a fait à 3 voix. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.